J'étais pas prêt. C'est plus que je plane, je suis plus loin que planer, je suis sur une autre planète. J'étais pas prêt parce que habituellement dans mes courses, je suis capable de visualiser par rapport à la densité de coureurs qu'il y a autour de moi, une position approximative. Mais je l'avoue, ouais, je suis vraiment, c'est très très sincère ce que je veux, ce que je te dis là. Je n'avais jamais, ne serait-ce imaginé ou évoqué la possibilité de finir sur le podium de l'UTMB cette année-là. Et même le top 10, je l'avais pas annoncé. Je l'avais en tête, au fond de moi, par rapport à mon niveau, mais à personne je l'avais dit, ni à ma famille, ni à mes amis, ni aux médias. Et là, j'ai commencé en fait à planer. Je vais pas pouvoir te le décrire en fait précisément ce que j'ai vécu parce que c'est indescriptible. C'est trop puissant, c'est trop fort. Et en tant qu'humain, vivre une émotion courte dans le temps aussi forte, on n'est pas prêt. J'arrive pas à l'expliquer, mais et je me transcende en fait. Je me transcende. J'arrive à comme à sortir de mon corps dans un drone et je me vois en fait en train de courir par en haut, en train de taper dans la main des gens et j'ai l'impression de ne plus être en contrôle avec mes faits et gestes. Mes émotions, je ne peux plus les contrôler. Le sourire qui arrive sur mon visage, le bruit, en fait les sens, mes sens sont c'est trop fort en fait. Mon ouïe, c'est trop fort ce qui rentre dans mes oreilles. Ma vue autour de moi, il y a trop de gestes, trop de couleurs, trop de lumière, trop de trucs qui fait que c'est vraiment un feu d'artifice sensoriel. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Si vous avez envie de soutenir Course épique, les 3 meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcast, et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Mathieu Blanchard. L'information ne vous a probablement pas échappé, mais Mathieu a signé fin août dernier un retentissant et électrisant exploit du côté de Chamonix, en terminant à la 3e place de l'UTMB. Personne n'attendait Mathieu à un tel niveau de performance, à commencer par lui-même. J'ai eu le plaisir d'échanger très longuement avec Mathieu dans cet épisode au format Ultra XL. Il s'y livre avec beaucoup de spontanéité et pour la première fois avec autant de détails sur son parcours sportif, mais aussi son parcours de vie, sur les épreuves et réussites qu'il a rencontrées au fil des années. Et il nous raconte tout ça sans faux semblant. Mathieu évoque aussi pour la première fois dans un podcast sa course épique qui a été l'UTMB 2021 et qu'il va partager aujourd'hui avec nous pas à pas. Une chose est sûre, vous allez vivre intensément ces 170 km à ses côtés. Et pour ne rien gâcher, Mathieu annonce aussi à la fin de l'épisode une très grande et belle nouvelle sur ses projets pour 2022. Vous l'avez compris, vous avez bien affaire ici à un épisode exceptionnel avec un récit abrasif, électrique, sur le fil, que Mathieu va nous faire vivre avec cœur. Mais je ne vous en dis pas plus. Mathieu va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course épique, Surprise électrique. Bienvenue sur Course épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course épique qu'elle se raconte. Course épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute! Bonjour Mathieu, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course épique. Tu sors à peine d'un joli tunnel de course bien corsé entre le Marathon des Sables et le Cappadocia Ultra Trail le week-end dernier. Comment est-ce que tu te sens ? Est-ce que la récup est bonne ? Bonjour Guillaume, merci pour l'accueil. Je me sens très bien. Là, je me donne une dizaine de jours de repos de course, un petit peu de vélo pour tourner les jambes avant d'entamer mon dernier bloc d'entraînement de l'année en vue de la dernière course à Cape Town en Afrique du Sud fin novembre. Ah, l'Ultra Trail de Cape Town, la chance. Avant de nous intéresser plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Bien sûr, alors je m'appelle Mathieu Blanchard, je suis né dans le sud de la France, sud-est, dans une ville qui s'appelle Cavaillon, mais après seulement une semaine sur cette belle planète Terre, mes parents m'ont mis dans un avion pour aller en Guadeloupe, dans les Antilles, où ils habitaient déjà, voilà, où ils avaient eu ce projet fou à l'âge de 25 ans
de tout plaquer en France pour aller y monter un club de plongée. Donc ils y sont restés une dizaine d'années. Moi, j'y suis resté les 3 premières années de ma vie. Et donc j'ai grandi dans un club de plongée avec mes parents sur la petite plage de Malandur en Guadeloupe. C'était Euh, précurseur à l'époque de tout plaquer pour partir. Ça se voit un peu plus c'est vrai que aujourd'hui, mais c'était très précurseur puisqu'on parle d'il y a 35 ans en arrière et surtout que mes parents ils étaient issus d'une famille paysanne donc voilà très très conservatrice, très terre et qui avaient jamais mis leurs fesses dans un avion ou dans un train. Alors lorsque les parents ont annoncé qu'ils partaient sur une île ou à l'autre bout du monde pour y faire un club de plongée, c'était pas très bien reçu. ils Mais ont dû faire sensation, ouais. ils ont eu le courage de le faire et puis c'est dans ce cadre-là que moi je suis arrivé sur Terre. Et Donc la plongée, il y a une raison particulière pour laquelle c'est leur projet pro? en fait, c'est une passion qu'avait mon papa depuis très jeune et il faut savoir que ma grand-mère lui interdisait de faire de la plongée sous-marine parce que c'était trop dangereux. Et d'ailleurs, ma grand-mère me racontait que quand ils allaient à la plage, mon père adorait faire de l'apnée, descendre sous l'eau. Et quand il était jeune enfant, ma mère l'attachait avec une corde au niveau de la hanche. Et dès qu'il plongeait sous l'eau, elle le tirait pour pas qu'il aille au fond de la mer. Donc il a dû Est-ce que les attendre. normes de sécurité étaient totalement respectées? On ne sait pas trop. Ouais. C'est mieux que rien. Donc il a dû attendre ses 18 ans pour aller faire, pour commencer la plongée sous-marine, faire son baptême. Et c'est des passions. C'est comme moi avec la course à pied, on en parlera tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui est difficilement explicable. Là, ça te prend aux tripes. Et puis lui, depuis tout jeune, là, les récits de Cousteau, c'était quelque chose qui le fascinait. Il avait une attirance pour l'océan et la plongée sous-marine qui était plus forte que lui, malgré qu'il ait grandi sur une terre de paysans à cultiver des melons. C'est voilà, ça s'explique pas. Et donc, Il a accompli son rêve, c'est bien. voilà, il est devenu professeur de mathématiques début vingtaine là, et très vite, ben voilà, son rêve d'aller monter un club de plongée a été plus fort et il a décidé de faire ça. Donc voilà, c'est sûr que moi, côté sport, j'ai grandi dans un milieu plutôt marin, connexion à l'océan très forte. Donc ça a été toute ma jeunesse plongée sous-marine évidemment. Je suis devenu d'ailleurs instructeur de plongée très vite. Puis planche à voile, kitesurf, surf, apnée, c'est vraiment les sports que j'ai pratiqués un maximum. Bon après plus tard, je suis revenu dans le sud de la France, un petit peu plus loin de la mer, donc j'ai fait d'autres sports. Toujours attiré par les sports en fait à sensation, sport de glisse, donc BMX en compétition, snowboard, voilà ce genre de sport, vraiment à la recherche de l'adrénaline. Puis je dirais même que les sports d'endurance, en fait, je comprenais pas trop Tu l'intérêt peux le là dire, ouais, tu peux trouver ça chiant. de se faire souffrir sans aller chercher cette adrénaline là. Je comprenais pas trop. Et il a fallu attendre vraiment tard là, en 2014, lorsque j'ai déménagé vers le Canada, où voilà, j'ai mis mes premières chaussures de course et où j'ai compris que dans les sports d'endurance, il y a quand même voilà une certaine forme de plaisir que l'on peut trouver. Et puis ça a été nouveau pour moi. Donc voilà, côté professionnel, j'étais pas si mauvais dans les matières scientifiques, donc éventuellement je suis allé en école d'ingénieur et j'ai eu un diplôme d'ingénieur en 2010. J'ai fait ce métier-là à peu près un peu moins d'une dizaine d'années avant de le quitter aussi, un peu à l'image de ce qu'avait fait mon père, pour mettre la course à pied au centre de ma vie. Voilà, donc ça remonte à 2019, il y a 4 ans en arrière, 3 ans en arrière. Si on revient sur ton aventure au Québec, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a justifié ce choix et tes aspirations à l'époque? Est-ce que tu allais chercher là-bas ou est-ce que c'est des choses que tu cherchais à fuir en France ou en tout cas peut-être un changement de façon d'appréhender la vie aussi? Pourquoi ce choix du Québec et puis dans quelle intention? Alors, c'est sûr que je fuyais quelque chose. Je fuyais pas la France, mais plus un mode de vie un engrenage dans lequel j'étais qui commençait à ne plus me convenir. L'autre raison aussi, c'est que j'ai toujours eu un esprit un peu de voyageur et d'aventurier, de nomade, de par mon éducation. Donc c'est sûr que mes parents m'ont amené, comme j'ai dit, après une semaine dans les Antilles, mais après ça a continué toute ma jeunesse. Ça a été énormément de voyages aux 4 coins du monde avec mes parents. Donc j'ai toujours eu cette éducation-là et ça a perduré. Et c'est sûr que le métier d'ingénieur permet de travailler, d'avoir des missions à l'international. Et à cette période-là, j'étais dans un bureau de consulting en région parisienne. Et voilà, j'étais dans une vie où je travaillais énormément. En fait, j'arrivais au bureau à 8 heures le matin et je quittais à 20 heures le soir.
J'avais 1 heure de transport en commun, donc c'est sûr que ma vie tournait uniquement entre le bureau, le métro et la fin de semaine, le week-end, la fête, pour tenter d'évacuer tout ce stress que j'avais la semaine. Et après quelques mois, je voyais ma santé se dégrader et puis mon niveau d'épanouissement et de bonheur réduire. Et à ce moment-là, j'ai pris la décision de commencer à chercher une nouvelle opportunité professionnelle pour quitter cet engrenage. Et tant qu'à faire, pourquoi pas une opportunité professionnelle à l'étranger pour aussi nourrir mon esprit de voyageur et d'aventurier. J'ai postulé dans plusieurs pays, en Asie où j'avais déjà été, en Afrique et en Amérique du Nord. Et puis la première opportunité qui s'est présentée, c'est au Canada, à Montréal. L'opportunité, en fait, c'était un bureau d'ingénierie parisien qui souhaitait développer une filiale au Canada puisqu'il y avait un potentiel sur ce territoire. Et donc j'ai été l'explorateur, en fait, le précurseur d'aller voir sur place si effectivement il y avait un potentiel. Et je suis devenu après 6 mois, au début c'était une mission de 6 mois, j'ai rendu mon rapport et mon business plan. Et puis après j'ai pris en main le développement de la filiale. Donc j'étais directeur de la filiale au Canada. Et c'est une aventure qui a duré 5 ans avant que je quitte pour de nouvelles aventures. Donc c'est à l'occasion de cette venue au Canada et au Québec que tu as plus précisément découvert la course à pied. Est-ce que, parce que tu disais que c'était pas forcément intuitif par rapport à ton héritage sportif et le contexte dans lequel tu as évolué, est-ce que pour toi ça a été une révélation ou au contraire ça a été plutôt un moyen de remettre un peu tout en place par rapport à justement tes sujets d'hygiène de vie, de retrouver une vie plus saine? Est-ce que c'était plutôt un choix rationnel, on va dire, qu'un choix émotionnel et un choix de cœur à ce moment-là? C'était plus un choix rationnel que de cœur, puisque, comme j'ai dit auparavant, les sports d'endurance ne m'attiraient absolument pas. Lorsque je suis arrivé à Montréal, mes sports de prédilection, qui étaient à ce moment-là vraiment la plongée sous-marine et le kitesurf, difficile à Montréal. C'est possible, hein, j'en ai fait un petit peu du kite sur le Saint-Laurent, et puis j'ai fait un petit peu de plongée aussi là-bas, mais les conditions sont pas forcément très agréables et ça prend du temps pour se rendre sur les spots. Donc je me suis mis à aller courir, en fait, pour me remettre un petit peu en forme, entre guillemets, en attendant de trouver le sport qui allait bien aller. Je commençais à regarder un petit peu les sports de combat, j'étudiais, je regardais, je faisais des tests, mais en attendant je me disais je vais courir pour me remettre en forme et surtout pour me remettre en forme aussi de cette vie en région parisienne que j'avais eue, qui était vraiment catastrophique là. Et en fait, malgré moi, ce sport de transition est devenu mon sport de prédilection. Je suis tombé vraiment en amour, comme on dit au Québec, de ce sport, parce que j'ai découvert, en fait, que la course à pied était pas si banale que ça, était pas si simple que ça. Au contraire, j'ai découvert un sport qui était ultra technique, ultra complexe théoriquement, avec des curseurs de progression infinis. On parle de plan d'entraînement, de progression, de nutrition, de récupération. Et tous ces curseurs-là, je les avais jamais appréhendés dans les autres sports. Et en fait, ça m'a attiré, cet aspect plus théorique du sport. Peut-être mon esprit d'ingénieur s'est reconnu là-dedans. Et tout de suite, lorsque j'ai vu que on s'abstenait d'avoir du matériel et qu'on est juste avec nous-mêmes, notre corps, nos jambes et nos bras, et voilà, et qu'on essaie d'optimiser ce potentiel-là, ça m'a passionné. Voilà, j'ai commencé à découvrir l'optimisation du potentiel humain à travers le sport d'endurance, et ça m'a très vite passionné. Voilà, donc c'est ce qui a fait que j'en suis plus jamais ressorti. J'ai commencé à découvrir la littérature liée au sport d'endurance, différentes vidéos inspirantes sur les plateformes de streaming. J'ai commencé à m'inscrire à des courses et puis voilà, le cheminement a commencé à se faire et j'ai jamais pu quitter cet environnement-là. Qu'est-ce qui a déclenché justement cette envie de t'inscrire à ta première compétition? Mais justement, c'est les vidéos. Alors moi, il faut savoir que j'ai commencé par de la route. C'était vraiment la route parce que j'étais un total novice dans ce sport. Je ne savais même pas que ça existait, le trail running, la course en sentier, comme on dit au Québec. Donc j'ai commencé par la route. Je courais sur la route autour de chez moi, de mon appartement à Montréal. Et à travers les vidéos inspirantes, je suis tombé sur les vidéos des marathons, marathon de New York, marathon de Boston. Je voyais des Kenyans courir. Voilà, je commençais à découvrir un petit peu cet environnement-là. Et puis je suis tout simplement allé sur le site du marathon de Montréal,
la même année, qui était en septembre. Et je me suis inscrit. Voilà. Et j'ai l'impression qu'au moment où j'ai cliqué sur le bouton inscription et que j'ai reçu mon email de confirmation, ça a vraiment donné un nouvel élan à ma passion. Et là, je me suis dit, OK, il faut que tu sois prêt à courir le plus vite possible dans 4 ou 5 mois. Et ça m'a encore plus motivé à me préparer, à m'entraîner et à découvrir en profondeur ce sport. Donc, tu étais déjà dans une logique quand même de performance et de bien faire, pas de temps exploratoire et découvrir ce qu'était une compétition et l'adrénaline que ça peut susciter. Il y avait déjà une envie de bien faire. J'ai cru lire que tu t'étais ce que tu évoquais là sur ta préparation, hyper sérieuse, que tu courais tous les jours. Enfin, tu avais un rythme très soutenu. Tu n'es vraiment pas allé en dilettante, quoi. C'était vraiment dans l'idée déjà de bien faire et de performer, en tout cas à ta mesure à l'époque. Tout à fait. Mais c'était une grosse erreur aujourd'hui avec le recul et l'expérience que j'en ai. Ainsi que je suis coach aujourd'hui, donc voilà, je construis des plans et j'accompagne tout un tas de sportifs et sportives. Mais c'était une grosse erreur parce que c'était pas sain ma relation avec la course à pied. Je commençais en mars 2014 à courir et en septembre 2014 je me préparais pour un marathon. Donc j'avais pris un plan d'entraînement un petit peu au hasard dans un livre avec un volume d'entraînement qui était assez conséquent et beaucoup trop important par rapport au niveau où j'en étais et puis à mon adaptation physiologique et tissulaire à cette époque. Et puis c'est sûr que les mois où je me suis entraîné pour le marathon, j'ai été blessé, en fait pas blessé au point de pas pouvoir courir, mais des inflammations et des petites douleurs classiques de course à pied, périostite, TFL, douleurs dans les pieds, dans les articulations, qui étaient vraiment pas agréables. En fait, je courais dans la douleur et pour moi, c'était une normalité. Je me suis dit, tous les coureurs doivent courir comme ça. Et voilà, c'était vraiment pas une relation saine. Et puis c'était pas agréable non plus, mais j'étais un petit peu challengé dans mon ego de me préparer, de réussir à faire ce marathon parce que j'avais dit à tout le monde que je m'étais inscrit là, il fallait que je le réussisse. Mais voilà, avec le recul, c'était pas très sain de commencer trop vite, trop long dès le départ. Et ça a mis du temps vraiment avant que je prenne conscience de cela et que je me mette à courir sans douleur et dans le plaisir. Et puis la relation devient tout d'un coup beaucoup plus saine et beaucoup plus agréable. Les choses s'accélèrent ensuite pour toi, avec notamment au mois de mars 2017, qui marque une étape importante de ton parcours avec ta sélection au sein de la Salomon Ultra Trail Running Academy, qui t'ouvre ensuite les portes du team Salomon Canada. Comment est-ce que tu expliques que tu es aussi vite franchi ces paliers? Là, on vient de te laisser à ton premier marathon. Ça a été quand même globalement très très vite pour toi. Tu as démarré le trail encore plus tardivement, tu nous l'as dit aussi un peu après ce marathon. Qu'est-ce qui a tapé dans l'œil de Greg Volet du team Salomon selon toi? Qu'est-ce qui a fait que tu as pu te révéler en aussi peu de temps? La réponse, je pense, elle est très simple, c'est la passion. Et quand on est passionné, on est authentique. Alors pour la petite histoire, on est en décembre 2016. Je viens de faire ma toute première course d'ultra trail entre guillemets, c'est un 80 km. Pas très difficile, peu de dénivelé au Québec. On est en octobre 2016, je viens de faire cette ultra trail, c'est ma seule et unique expérience. Je commence tout juste à faire du trail et là je découvre ce sport donc à nouveau à travers les vidéos YouTube. Voilà, je découvre des noms comme François Den, Kilian Jornet qui était totalement inconnu pour moi avant et je commence à m'abonner évidemment sur les réseaux sociaux à leur compte. Et en décembre 2017, sur Facebook, je me souviens, je suis au bureau. Bon, j'avais quand même le droit d'ouvrir Facebook le matin pour faire un petit check là. Et je vois François Den qui partage donc un post de Salomon Running qui invite des jeunes sportifs à participer à un stage Salomon Ultra Trail Running Academy sur donc avec un dossier pour y postuler. Un dossier qui était composé d'une vidéo. Il fallait faire une vidéo de 2 minutes, il me semble, et répondre à une dizaine de questions du style bon, c'est quoi votre palmarès? C'est quoi pour vous un aventurier? Comment vous vous voyez dans 10 ans, etc. Et je me souviens, j'étais au bureau et je me dis, c'est même pas la peine que je postule à ce truc-là. J'ai pas le niveau, je suis trop jeune, je suis trop nouveau et je serais jamais pris. Ils prenaient que 7 garçons et 7 filles, évidemment, et puis c'est des milliers de personnes qui postulent à ce truc-là. Donc je ferme la page, puis je fais ma journée de travail. Et c'est drôle parce que la nuit, quand je vais me coucher, je me remets à penser à tout ce questionnaire et puis la nuit se fait et le lendemain, je me réveille et révélation, j'avais toutes les réponses dans ma tête. Mais c'était hyper clair.
Et faut savoir qu'à cette époque, j'allais au travail en courant. J'étais un peu un précurseur de ça à Montréal. Je faisais l'aller-retour au travail, matin, 14 km, retour le soir, 14 km tous les jours. Même le 12 février par -22? Ouais, au contraire, je préférais l'hiver parce que c'était encore plus agréable, parce que le sol était un peu plus mou et tous les obstacles disparaissaient sous la neige. J'adorais ça. Et je fais ma vidéo de 2 minutes en allant au travail en courant. Je me souviens avec ma petite GoPro, c'était drôle. J'arrive au travail, je réponds au questionnaire, boum, je l'envoie. Et là, j'oublie complètement ce dossier-là. L'hiver se passe, Noël, janvier, février et début mars. Je reçois un email de Salomon Running me disant « Mathieu, vous avez été sélectionné à l'académie ». Et je me souviens de ce jour-là, j'ai fait un saut. J'ai presque C'est une blague. crevé le faux plafond de mon bureau. Tout le monde s'est retourné en me regardant « Mathieu, ça va? Qu'est-ce qui se passe ?» Puis là, j'ai expliqué la nouvelle que je venais de recevoir et c'était quelque chose de fou pour moi et qui prouve que voilà, j'étais encore une fois hyper passionné par cette réaction que j'ai eue. Et me voilà parti 3 semaines plus tard à Moab, comme tu l'as mentionné, aux États-Unis pour cette Académie Salomon, où on était 7 garçons et 7 filles sur une semaine à participer à un stage de rêve où le matin on avait des sorties trail et l'après-midi des workshops avec des membres de Salomon, l'ingénieur créateur des chaussures, le responsable des réseaux sociaux, Sam Montaz sur la partie audiovisuelle, création de contenu. Donc voilà, c'était vraiment un stage de rêve. Et ce qu'on savait pas, c'est que toute la semaine, en fait, on était un petit peu surveillé par Greg Vollet et sa team sur un peu notre personnalité, notre manière de nous intégrer dans le groupe, de participer, voilà, à toutes ces activités-là. Mais aussi, à la fin de la semaine, on avait une course officielle de 80 km qui s'appelait Behind the Rock à Moab, donc sur des plateaux quand même en altitude. C'était donc un 80 km, où là, ils regardaient un petit peu aussi notre aspect performance. Et à la fin de la semaine, ils sélectionnaient un gars et une fille, mais pour partir dans une aventure commanditée par Salomon Running, sponsorisée donc sur l'année 2017. Et j'ai eu la chance d'être sélectionné avec une autre fille. Et voilà, c'est là que pour moi, c'est vraiment là la grosse transition. Ça a été le kick-off de, entre guillemets, ma carrière d'ultra trailer un petit peu plus sérieuse. Voilà, donc j'ai accompagné Salomon, l'équipe Salomon pendant 1 an à travers des courses à l'international où j'avais été invité. Pour la première fois, on me payait des billets d'avion, des hôtels pour aller à ces courses-là, et ça a été une merveilleuse année. Et à la fin de l'année, voilà, puisque ça s'était bien passé avec l'équipe, j'ai eu la chance d'avoir un contrat un petit peu plus sérieux avec l'équipe nationale de Salomon Canada finalement, et dans laquelle je suis resté jusqu'à cette année, puisque je passe dans une nouvelle équipe. Là, on en parlera un petit peu plus tard, mais voilà. Exactement, j'allais te poser la question. On va parler un petit peu plus tard de l'année 2019 et 2020 qui ont été assez particulières pour toi. Entre ce stage et puis aujourd'hui, il y a eu quand même un certain nombre de victoires et de courses sur lesquelles tu as très bien performé. Et donc, tu as annoncé très récemment que tu allais rejoindre la team Salomon International aux côtés des plus grands et des plus grandes que sont notamment le petit Kylian et le petit François que tu voyais sur les vidéos YouTube qui t'ont donné envie aussi, ou conforté en tout cas ton envie de te consacrer encore plus à la course à pied, Courtney de Walter ou encore Maud Matisse chez les féminines. Qu'est-ce que tu attends de cette intégration à l'équipe? Et puis toi, qu'est-ce que tu as envie d'apporter, de comment tu te vois et contribuer aussi à la dynamique de ce groupe? C'est tout nouveau pour moi. Je suis hyper excité à l'idée de rejoindre cette prestigieuse équipe. En fait, j'ai encore un petit peu du mal à réaliser cette opportunité-là. Je crois qu'il va falloir que je me retrouve dans le premier stage avec l'équipe, puisqu'il faut savoir qu'on fait des stages hors course pour ouvrir la saison de trail, par exemple, autour de, il me semble que c'est en mars, juste après la semaine qui suit la finale de la Coupe du Monde de ski de montagne, là, ski de rando, ski alpinisme, dans laquelle Rémi Bonnet, François Daen, Kylian participent. Donc, il faut attendre la fin de cette saison. Et lorsque je me retrouverai au milieu de ce groupe-là, je pense que je vais commencer à réaliser. Mais c'est sûr que ça va apporter beaucoup plus de support pour ma carrière et un environnement, je pense, qui va être beaucoup plus sérieux pour optimiser mes choix et puis ma carrière en général. Puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, mes courses, je les choisis sans vraiment trop réfléchir à un fil conducteur sur plusieurs années. Je fais un petit peu au hasard, au gré des opportunités qui viennent.
Mais là, voilà, je veux avoir accès quand même à des personnes d'un niveau d'expertise qui sont capables de vraiment te définir un plan de carrière avec un choix de course bien défini sur 3 ans, où il y a une certaine logique par rapport à une progression qui va être plutôt sur des terrains alpins, plutôt sur des terrains avec moins de dénivelé, plus rapide, plus chaud, plus froid. Donc voilà. Et puis avant, je réfléchissais pas trop à tout ça. Je vais avoir accès à une équipe de professionnels de la santé qui sont vraiment au top. Je vais aussi avoir accès aux experts dans le monde de la création de contenu des médias sociaux. Voilà, j'y vais un petit peu au hasard, moi, au jour le jour cette année. J'aime bien les réseaux sociaux, participer, mais je fais pas trop ça avec une réelle stratégie. Et donc là, on va aussi définir un calendrier éditorial avec des thèmes qui me passionnent, comme la protection de l'environnement, peut-être intégrer l'océan un petit peu plus là-dedans aussi. Voilà, et puis ça, c'est des expertises auxquelles je n'avais pas accès jusqu'à maintenant et qui vont pouvoir m'aider. Voilà, c'est tout un environnement autour de la course à pied qui fait que je vais pouvoir progresser en termes de performance, mais aussi en termes de bonheur personnel et d'épanouissement plus général par rapport à ce que je vais vivre, aux histoires que je vais pouvoir raconter autour de cette aventure folle qui est l'Ultra Trail pour moi. Au-delà du team Salomon, est-ce que tu peux nous parler de l'équipe qui t'entoure aujourd'hui? Donc, il y a cette projection et ces perspectives avec eux, mais est-ce qu'au quotidien, est-ce qu'il y a des gens qui t'encadrent et qui t'entourent et sur quel périmètre? Alors oui, j'ai la chance d'évoluer dans une entreprise qui s'appelle la Clinique du Coureur. Alors il faut savoir que moi j'ai quitté en janvier 2019 mon travail d'ingénieur, mais je tiens à dire que j'ai pas quitté le métier d'ingénieur. En fait, j'ai plus quitté la structure dans laquelle on doit évoluer pour exercer le métier d'ingénieur, c'est-à-dire être dans un bureau de 8h à 5h, du lundi au vendredi, ne pas trop pouvoir travailler à la maison où on le souhaite parce qu'il y a quand même des projets très confidentiels à plusieurs millions de dollars sur lesquels on est obligé de protéger nos dossiers dans des serveurs qui sont bien stockés au bureau. Les VPN ne fonctionnent pas à l'étranger, ou lorsqu'on est à la maison. Donc c'est sûr que cette structure-là me convenait pas. J'ai décidé de quitter, mais très vite, en fait, j'ai pris conscience que je voulais pas être juste coureur, seulement coureur. Ça m'inquiétait de faire mon entraînement le matin, puis en fait de m'ennuyer le reste de la journée en attendant le deuxième entraînement en fin de journée. Donc j'ai décidé de garder une activité plus intellectuelle pour créer un équilibre de vie où j'étais capable de déconnecter un petit peu de mes entraînements. Et en fait, les étoiles s'alignent quand on est vraiment dans un milieu de passion. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Blaise Dubois, le fondateur de la Clinique du Coureur, et qui m'a dit, mais Matt, viens travailler avec nous. On a besoin de quelqu'un qui va nous aider à se développer à l'international. Toi, tu voyages beaucoup, c'est parfait. Et tu sais quoi, on a un modèle d'entreprise de management qui s'appelle Entreprise Libérée, qui en gros, voilà, c'est un modèle très particulier où il n'y a pas de hiérarchie, où on n'a pas de bureau, où chacun travaille où il le souhaite, quand il veut, matin, soir, midi, la nuit, à la fin de semaine, quand tu veux. On se fixe juste des objectifs, après tu les atteins comme tu veux en organisant ton calendrier. Et donc c'était une opportunité parfaite pour moi parce que j'évoluais dans la course à pied. C'est une entreprise qui est vraiment mondialement connue dans le domaine de la course à pied et plus particulièrement dans la prévention et le traitement des blessures en course à pied. Et donc, j'ai accès aujourd'hui à tout un réseau des plus grands experts et des plus grands scientifiques qui étudient toute cette science autour de la course à pied. Et c'est sûr que pour ma progression personnelle, c'est vraiment génial et exceptionnel d'avoir accès à ce réseau-là. Et je peux aussi le transposer auprès de mes les sportifs que je coach aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, ma vie gravite vraiment autour de ce cœur qui est la course à pied. Mais tu as trouvé le parfait équilibre en tout Voilà, cas. avec le coaching qui me permet de déconnecter de mes entraînements et de vraiment trouver cet équilibre qui a fait que je suis arrivé au niveau auquel je suis aujourd'hui. C'est l'heure de la petite pause autodiagnostique, Mathieu. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu considères être tes points forts, donc qu'ils soient d'un point de vue physique ou mental, et puis aussi des sphères sur lesquelles aujourd'hui tu vois encore des marges de progression possibles, s'il y en a, ou est-ce que tu penses qu'il y a encore un peu de travail ou des choses que tu origines peut-être plus à faire qui sont moins intuitives pour toi? Mes principaux points forts, je pense que c'est ma capacité à toujours me remettre en question. Je crois que c'est vraiment une qualité dans notre sport. Souvent, on remarque des sportifs qui vont avoir une idée préconçue sur un thème lié à notre sport.
euh, qui a été lue ou apprise à travers quelqu'un qui est totalement inconnu qui n'y connaît rien sur des blogs. Voilà, on en voit tellement passer aujourd'hui sur le net et je trouve ça triste. Et ce qui est intéressant, c'est que même la science aujourd'hui a l'humilité de dire que mais tel ou tel sujet, on ne sait pas. On ne sait pas aujourd'hui, on étudie, mais le curseur, il est au milieu. Est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non, on ne sait pas. Et faut avoir cette humilité de dire peut-être qu'un jour, il faut utiliser la glace sur une inflammation, c'est ce qu'il faut faire, on en est convaincu. Puis un jour dire mais non, finalement la glace il faut surtout pas l'utiliser parce que ça va avoir un effet délétère sur la réparation tissulaire. Donc voilà. J'ai une question là-dessus, Mathieu. Peut-être tu sais justement, j'ai entendu des points de vue divergents. Est-ce qu'il faut s'étirer juste après avoir couru ou au contraire le faire plusieurs heures après? Non, il faut pas s'étirer. Bon, ça a été vraiment, c'est la science le prouve aujourd'hui, ni avant ni après. Il faut s'étirer à distance de l'entraînement. Donc, quand on dit à distance, c'est à 3 heures, 2-3 heures de l'entraînement. Et faut s'étirer si on a des tendances à être raides et qui nous bloquent dans notre pratique. Si on n'a pas de blocage dans notre pratique qui est la course à pied, il n'y a pas d'intérêt de s'étirer. Voilà, ça dépend de nos raideurs. Après aussi au niveau de l'étirement, si on rentre plus dans le détail, il va y avoir des étirements qui vont être qu'on va appeler statiques. Le classique, la jambe posée sur une barre pendant 30 secondes à se faire du mal. Et après, on va avoir des étirements plus dynamiques, c'est-à-dire en mouvement. Et c'est plus ceux-là qu'on recommande pour la course à pied, qui sont moins traumatisants et qui sont plus fonctionnels et plus spécifiques à la course à pied. Voilà. D'accord, merci pour Et la petite voilà. Et puis consultation. ensuite, les autres qualités que j'ai, c'est que j'aime, voilà, je l'ai dit auparavant, mais j'aime aussi aller un peu plus loin que la simple pratique, c'est-à-dire étudier la théorie, lire beaucoup. Et c'est sûr qu'on en apprend beaucoup dans la littérature scientifique. Et voilà, ça me permet de dessiner certaines recettes qui fonctionnent bien. Et éventuellement, lorsque tu appliques la bonne recette tous les jours, mais tu vas progresser. Et la dernière qualité que j'ai, je pense que c'est ma capacité mentale à me pousser dans des zones assez extrêmes, qui fait que je suis capable de gérer des courses compliquées. Là où certains abandonneraient ou jetteraient l'éponge ou ralentiraient drastiquement leur intensité pour être capable de se rendre à la ligne d'arrivée. Tu as toujours eu ça en toi ou est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé particulièrement? Je pense que je l'avais en moi naturellement, puisque dès ma première expérience marathon de Montréal en 2014, malgré la douleur que j'évoquais tout à l'heure dans l'entraînement, j'étais capable de me dépasser, me pousser pour aller me rendre à ce marathon et pour le courir assez rapidement dans la douleur. Et donc à ce moment-là, je démarrais la course à pied, donc j'avais fait aucune séance de préparation mentale où je ne connaissais absolument pas ce monde-là. Donc c'est un petit peu inné, je pense, en moi, cette capacité mentale à me pousser. Alors je ne connais pas l'origine là, mais voilà, c'était quelque chose que j'avais déjà en moi et que j'ai su même améliorer par la suite. Et dans les zones d'amélioration, est-ce que tu as identifié des chantiers auxquels tu veux te consacrer? Alors moi, c'est en 2020, donc l'année dernière, que j'ai intégré trois grosses sphères dans laquelle on va avoir des marges de progression énormes, qui sont la nutrition. Voilà, avant 2020, je m'en préoccupais pas trop. Et puis à partir de 2020, j'ai commencé à m'y intéresser. C'est tout un monde aussi, hein. Et puis aujourd'hui, je suis encore en découverte et c'est ultra complexe le monde de la nutrition. Donc j'ai commencé à m'y intéresser en 2020. Donc c'est un curseur sur lequel je joue depuis 2020 et où j'ai encore beaucoup à apprendre. J'ai ajouté aussi dans ma pratique ce qu'on appelle du cross-training, de l'entraînement croisé, d'endurance, c'est-à-dire que je me suis acheté un vélo de route et j'ai commencé à rouler en 2020 et ça m'a fait énormément progresser. Et aujourd'hui, j'essaye d'étudier voilà comment intégrer au mieux cette pratique du vélo dans mon plan d'entraînement de course à pied. Pas seulement aller faire une sortie de vélo pour le fun, mais vraiment essayer de structurer un peu plus précisément ma sortie de vélo, peut-être y mettre un petit peu d'intensité, des durées, des volumes, intégrer dans la charge, voilà, pour optimiser mon niveau. Et la dernière chose que j'ai intégrée en 2020, c'est le renforcement musculaire. Avant, je faisais pas du tout ça, je courais et ça m'a fait progresser énormément. Voilà, et tout ça, c'est quelque chose ces trois sphères-là, c'est des domaines dans lesquels je travaille aujourd'hui fort
et dans lesquels je sais que j'ai encore une grosse marge de progression sur les années à venir. Donc voilà, c'est ça les nouveaux. T'as les idées claires pour la suite, en tout cas, le cap est fixé. Ouais. Et c'est vraiment des sphères qui sont complexes et qui demandent beaucoup d'heures d'études et de travail pour encore une fois dessiner les bonnes recettes, adaptées et individualisées à ma personne et à ma propre pratique. Impossible, Mathieu, de ne pas évoquer ton passage dans l'émission Koh-Lanta qui a été diffusée à l'automne 2020 et qui n'a pas manqué de te donner une exposition sans précédent et de développer un fort attachement du grand public à ton égard. Quelles étaient tes attentes avant de te lancer dans cette aventure ? Est-ce que c'était la promesse d'un défi sportif et même plus largement humain qui soit hors du commun, l'opportunité peut-être de développer ta notoriété ? Quelles étaient tes attentes et tes envies ? Alors j'ai eu la même question lors du casting, pourquoi tu veux faire ça ? Mes réponses étaient claires par rapport à ma personnalité. Je leur avais répondu aux casteurs que je veux faire Koh-Lanta pour plusieurs raisons. La principale raison, mais c'est un petit peu pour nourrir mon esprit d'aventurier. En fait, moi, l'histoire de Robinson Crusoe et de Tom Hanks dans Seul au monde, même si c'est tragique, et la série Lost aussi là, moi ça me faisait rêver. Tu sais, des fois je me dis, je suis dans un avion, je me dis, j'aimerais bien que mon avion se crache. Qu'il y ait pas tout seul dans l'avion si c'est possible. Alors, ouais, on va pas les autres avec toi. mais ou sinon qu'on soit plusieurs, mais qu'il n'y ait pas de mort, quoi. Tu vois, un crash, un amérissage assez clean là, au bord d'une île déserte pour vraiment vivre cette expérience Robinson Crusoe. Et en fait, Koh-Lanta nous offre cette opportunité-là de se retrouver sur une île tout seul à devoir construire un petit abri, essayer de faire du feu avec nos mains, trouver de la nourriture. Et c'est une expérience que je voulais vivre. Donc voilà, c'est la raison principale pour laquelle j'ai participé à cette aventure. Et puis après, c'est sûr que il y a des aspects dans Koh-Lanta qui me plaisent, comme les épreuves sportives. Moi, je reste un sportif et puis un compétiteur, et c'est des épreuves basées fortement sur la compétition, puisqu'à l'issue de l'épreuve, si on gagne, on va avoir des conforts, de la nourriture, voire des immunités pour pas se faire éliminer. Et c'est quelque chose que je voulais vivre. Et enfin, je voulais aussi vivre une expérience humaine forte, parce qu'à travers l'Ultra Trail, j'avais déjà pris conscience que lorsqu'on est mis dans des conditions difficiles, avec des privations de sommeil et puis des privations de nutrition parce qu'on mange un peu moins sur les courses, mais je m'étais rendu compte qu'on était très vite à fleur de peau, que les masques tombaient et puis qu'on avait plus tendance à faire ressortir nos émotions et à créer des liens forts entre nous dans cette communauté d'ultra-trailers. Et je savais que dans l'aventure Koh-Lanta, j'allais vivre quelque chose de similaire et ça m'intriguait. Et voilà, donc tu as trouvé ce que tu y cherchais ? Voilà, exactement. Et ça a été une expérience de vie incroyable qui m'a profondément marqué et que j'ai vraiment adoré. Bon, malheureusement, je suis pas allé jusqu'où j'aurais voulu aller par rapport à mes objectifs, mais bon, c'est le jeu qui est comme ça, hein, ça reste un jeu et puis on s'élimine, et je suis parti un petit peu trop tôt à mon goût, mais j'ai quand même pu vivre voilà ce pourquoi j'étais allé, vivre une petite expérience de naufragé, faire quelques épreuves sportives, et puis après 3 jours sans manger et sans dormir, on était déjà à fleur de peau, plus de masque, et puis on a vécu des interactions humaines fortes. Puis aujourd'hui, voilà, on a créé des liens entre nous, amicaux, qui sont très forts et qui perdurent. Et j'ai même rencontré ma chérie, Alix, qui a aussi participé à l'aventure pendant le jeu. Et puis voilà, on vit une belle aventure encore ensemble hors jeu aujourd'hui. Juste pour ça, ça valait 100 fois le coup, Mathieu, tu peux me le dire. Merci beaucoup pour cette intro. On va maintenant passer à notre séquence de la basket chinoise, qui est un format de portrait chinois. Première question de cette basket chinoise, Mathieu, si tu étais un personnage fictif, est-ce que tu serais Tom Hanks dans Seul au monde ? En fait, j'aime bien tout ce genre de personnages réduits au plus simple appareil, dans un milieu naturel à vivre avec les éléments. Et puis moi, le personnage qui me plaît beaucoup finalement, c'est Mowgli. Du livre de la jungle, voilà, c'est un enfant qui a été élevé par des animaux. J'aime bien aussi Tarzan, mais je sais pas, il m'allume moins que Mowgli, qui a été élevé par des loups. J'adore les loups, là, c'est des animaux qui m'inspirent beaucoup de par leur manière de s'organiser. Et puis c'est un petit garçon qui a grandi dans la jungle. Puis surtout, il était pote avec Balou, et j'adore la philosophie de Balou et sa chanson Il en faut peu pour être heureux. Et donc voilà, moi Mowgli, je l'adore. Et puis j'aimerais bien, si on a la possibilité de se réincarner après notre mort, j'aimerais bien me réincarner en Mowgli en fait. Très bien. Deuxième question de cette basket chinoise, si tu étais un animal, lequel serait-il ?
Un ours cette fois-ci, comme Balou? Pas du tout. Si j'étais un animal, moi, il me faut un animal qui a la possibilité d'être à moitié dans l'eau et à moitié dans la terre. Je l'ai dit auparavant, je voue une passion énorme et vraiment, j'en rêve la nuit. Là, c'est l'océan. Je ne peux pas m'en détacher. Et en même temps, de par ma carrière d'ultra-trailer, j'ai un attachement à la terre et à la montagne qui est très fort aussi. Et donc l'animal qui me correspond le plus, c'est la tortue. C'est la tortue, puisque la tortue est capable de vivre dans l'océan, mais aussi de sortir de temps en temps pour aller y pondre ses œufs. Bon, il existe aussi des tortues de terre, mais la tortue me représente aussi pas mal de par sa structure corporelle, c'est-à-dire qu'elle a une carapace, elle est très dure à l'extérieur et elle est très molle à l'intérieur, et puis ça me caractérise un peu en termes d'émotion. Je suis quelqu'un qui ne va pas trop montrer mes émotions, tu vois, de colère, de tristesse. Je suis assez neutre dans ce qu'on peut Dans ce que voir de t'exprimes, moi, ouais. voilà. Mais à l'intérieur, je suis hyper sensible. Et donc voilà, dur à l'extérieur, mou à l'intérieur, c'est un petit peu ce qu'est la tortue, et c'est l'animal qui me représente. Ça te représente bien. Dernière question de cette basket chinoise, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui serait une source d'inspiration particulière pour toi? Alors, il y a énormément de sportifs et sportives qui m'inspirent. C'est dur d'en choisir un. Moi, j'ai beaucoup aimé lire les biographies des grands champions. J'ai lu la biographie de Mohamed Ali, de Michael Jordan, de Roger Federer, de Kylian Jornet. Et puis, j'aime beaucoup lire ces biographies-là parce que finalement, c'est devenu les plus grands champions de leur sport. Et on se rend compte qu'ils ont des valeurs et des manières de penser qui sont très similaires. Bon, c'est des bourreaux de travail, et voilà, moi je m'inspire un petit peu aussi de de ces valeurs-là et de leur comportement. Après, pour rester un petit peu plus dans mon sport qui est le trail et l'ultra trail, il y a un sportif qui m'inspire beaucoup depuis 2-3 ans là, c'est l'américain Ricky Gates. Je sais pas si tu le connais. Ouais. Donc bon, il est dans le team Salomon, et je suis très inspiré par Ricky Gates parce que c'est un gars qui a été un coureur de très haut niveau. Il a gagné des grandes courses à l'international. Il a réussi à finir sur le podium, il me semble, aussi à Sierzinal. Tu vois, c'est des courses qui sont quand même très compétitives. Et ce qui est beau chez Ricky Gates, c'est que arrivé à un certain âge où voilà, il était plus capable d'avoir des jambes qui courent assez vite pour performer, mais il a su se renouveler dans une optique de coureur aventurier, où là, voilà, il fait des aventures un peu folles, et il invente des concepts assez loufoques, où au début tu te dis mais à quoi ça sert de faire ça, mais en fait tu te rends compte qu'il y a tout un cheminement voilà, un derrière. cheminement, et puis des histoires qu'il raconte à travers ça qui sont ultra inspirantes. Et aujourd'hui, Ricky Gates vit de ça. C'est un coureur aventurier qui raconte des histoires, c'est un raconteur d'histoires, et c'est ça sa vie. Et moi, ça m'inspire beaucoup parce que je me dis que après une carrière purement dans la performance, on peut se renouveler aussi dans le monde du trail et de l'ultra trail à travers cette optique-là. Et donc voilà, j'aime suivre Ricky et ses histoires les plus folles là. Il a traversé les États-Unis en courant, il a couru toutes les rues de San Francisco. Actuellement, il fait un projet Bus Run où il embarque des gens dans un bus puis il va les faire courir. Voilà, et puis j'adore ce gars, et il est très très inspirant pour moi parce que je me projette et puis je me dis que plus tard moi aussi j'aimerais raconter de belles histoires qui vont plus loin que la simple performance dans la course à pied. Pour ta vie d'après. Exact. Merci beaucoup Mathieu. Le moment est venu de parler de ta course épique, l'UTMB 2021. Avant cela, quelques mots introductifs pour planter le décor de cette mythique course qu'est l'UTMB, s'il était nécessaire de le faire. Chaque année, le gratin du trail mondial se donne rendez-vous fin août à Chamonix pour l'une des plus prestigieuses courses du calendrier annuel, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Traversant 3 pays, la France, l'Italie, la Suisse et 9 communes, l'UTMB se déroule en une seule étape au départ de Chamonix sur un parcours d'environ 170 km, faisant le tour complet du Mont Blanc. La course emprunte le GRTMB et propose aux coureurs de franchir 10 cols à plus de 2000 mètres d'altitude pour un dénivelé positif total de 10 000 mètres. Véritable institution du trail running, l'UTMB est devenue au fil des années le rendez-vous incontournable des meilleures coureuses et coureurs internationaux, mais également des amateurs les plus aguerris à la recherche de la performance de leur vie. Pour les coureurs élites, le temps de course sera de l'ordre d'une vingtaine d'heures chez les hommes et 2-3 heures de plus chez les femmes. Pour certains amateurs, en revanche, il faudra aller au terme des 46 heures et 30 minutes que compte la course, qui a été le cas d'un de mes invités lors de l'épisode 9, Abdenour Benmamar, qui a été le dernier des finishers de l'UTMB. C'est un portrait hyper touchant et une super rencontre aussi. On aime bien chez Course Épique raconter des histoires de premiers, mais aussi de ceux qui finissent, quelle que soit leur place. Et voilà, c'est une histoire absolument passionnante et hyper touchante. L'édition 2021 de l'épreuve, qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui,
Elle est là aussi, et comme très souvent exceptionnelle, avec une start list qui est extrêmement relevée, tu vas nous le confirmer, des favoris qui sont très attendus, la potentialité pour François Den de gagner pour la 4e fois l'UTMB, des challengers qui sont plus que crédibles et très menaçants aussi par rapport aux coureurs déjà très établis et très attendus. Et puis il y a toujours un lot de surprises, de rebondissements qui jalonnent traditionnellement la course, donc on est sûr de vivre des émotions fortes pendant une grosse vingtaine d'heures parce qu'il se passe constamment des choses, donc c'est fabuleux à suivre en tout cas. Mais avant qu'on se plonge dans ton UTMB, Mathieu, c'est l'heure de la question qui pique de course épique. Est-ce que tu es prêt ? Oui. Alors aujourd'hui, ça va être une question qui pique sous format de vrai-faux. J'ai 3 courtes questions à te poser dans le cadre de cette question qui pique et elles vont concerner étonnamment l'UTMB. Première question de cette question qui pique. Le vainqueur de l'édition 2017 de l'UTMB avait au moment de sa victoire quasiment le triple de l'âge du vainqueur de l'UTMB l'année suivante. En 2017, faux. En 2007, pardon, je t'ai dit 2007, excuse-moi. En 2007. Okay. En 2007, vrai. Eh ouais, bravo. C'est effectivement l'Italien Marco Olmo qui avait alors 58 ans, qui a remporté l'UTMB. Donc son successeur l'année suivante n'était autre que Kilian Jornet qui avait alors à peine 20 ans. Donc voilà, 20 x 3, ça fait 60, 58. On peut considérer que c'est sensiblement comparable. Donc voilà, ça fait quand même une amplitude d'âge qui est assez exceptionnelle. Donc cette victoire de Marco, elle est loin d'être son seul fait d'armes puisqu'il avait déjà remporté l'UTMB l'année d'avant, la Transgrande Canaria en 2008. Il a signé de remarquables performances sur une dizaine de marathons des sables. Un sujet que tu connais maintenant, oui. Et voilà, avec notamment 3 podiums. Il a même remporté l'Ultra Africa Race, une course donc de 220 km à l'âge de 69 ans en 2017. Donc voilà, on peut dire que c'est un monstre, je pense, sans doute possible. Quant au jeune Kilian Jornet, je crois que depuis 2008, il a plutôt bien marché aussi. J'ai pas trop suivi ses résultats, mais je crois que ça s'est quand même assez bien passé pour lui dans le monde de l'ultra trail et du trail ensuite. Bravo, bonne réponse Mathieu, ça commence bien. Allez, j'attends la suite. Deuxième question de cette question qui pique. Le sigle UTMB est un acronyme qui a vu le jour en 87 et qui signifie littéralement l'Ultra Trail de Mathieu Blanchard, du nom du célèbre coureur français né cette année-là. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Vrai, bien sûr. Pas mal d'avoir une course à son nom quand même. Avec le petit C crédit au-dessus, bien sûr. Exactement, ouais, le copyright, c'est important. Fais respecter ton nom. Bravo. Bon, c'est une bonne réponse, évidemment. Le vainqueur de la première édition, c'est la troisième question de cette question qui pique. Le vainqueur de la première édition de la CCC en 2006, l'une des petites sœurs de l'UTMB, avec 98 km au compteur et 5500 mètres de D+, était une femme. Oui, je pense que c'est l'américaine dont j'ai oublié son nom, mais qui avait aussi fait une super performance sur l'UTMB. Alors, il se trouve que c'est une Française, c'est Corinne Favre. Ok. À l'époque, elle a bouclé la course en 10h39. Elle a remporté donc au scratch en devançant un Anglais de Alun Powell de 19 minutes. Et le 4e de la course, figure-toi que c'était François Den, qui était alors âgé de 21 ans et qui a fini la course 51 minutes après Corinne. Et donc voilà, et Corinne, après, elle a quand même une citation qui est assez magique. À l'issue de la course, elle aurait dit « Je fais tout aux sensations, je ne suis pas de plan d'entraînement car je ne veux pas m'imposer de contraintes ». Donc elle y est vraiment allée, tu vois, en chaussettes, et puis elle a gagné cette CCC devant tout le monde et première au scratch. Donc voilà, c'est une sacrée performance. Eh bien écoute, bravo Mathieu, tu t'en es très bien sorti. Moi je pensais faire comme le speaker de l'UTMB, je pensais te coller avec ces questions, mais finalement tu t'en es très bien sorti. On va maintenant passer à ta course. l'UTMB, désolé pour ce jeu de mots de spécialiste un peu honteux. On va passer à ta course et que tu vas nous raconter plus en détail. Je l'ai dit tout à l'heure, on va monter un tout petit peu le temps parce que voilà, il y a cette idée de cette course en 2021, de cette UTMB 2021, mais tu avais déjà eu l'occasion de te présenter à l'UTMB en 2018. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'était passé à cette occasion-là, dans quelle optique toi tu y étais, et puis qu'est-ce que tu as tiré déjà comme enseignements qui t'ont peut-être ou très certainement servi aussi, même si tu as parcouru beaucoup de chemin depuis, mais tu as dû quand même en tirer des enseignements très spécifiques. Moi, en 2018, j'arrive à l'UTMB, je suis vraiment un bébé de cette discipline, hein, puisque je commence l'Ultra Trail, comme on a dit tout à l'heure, vraiment en mars 2017 avec l'Académie Salomon, donc c'est même pas un an et demi plus tard. Donc, j'y connais rien, enfin presque rien à ce sport-là, et donc j'avais tout à découvrir. C'est sûr que j'ai beaucoup appris sur cette expérience parce que j'avais aucune idée de qu'est-ce que c'était une stratégie de course, quelle intensité mettre, puis mes capacités aussi à affronter le dénivelé positif et négatif étaient assez réduites puisque j'habitais à Montréal et que voilà, le Québec c'est quand même un territoire qui est peu montagneux, on va pas dire plat parce qu'il y a quand même des montagnes, mais bon, les montagnes la plus haute proche de chez moi c'est Mont-Tremblant et puis l'altitude c'est 800 mètres, donc voilà, c'est pas des grosses montagnes, bref, donc j'avais tout à apprendre et puis c'est sûr que
Ce qui m'a le plus marqué à l'UTMB 2018, c'est l'impact qu'on peut avoir sur d'autres, sur une communauté, sur une famille, sur des amis que j'avais jamais vraiment pris conscience, puisqu'en 2017, j'étais tête baissée sans prendre du recul, et puis c'était juste courir pour moi, rien que pour moi, et puis sans trop raconter ce que je faisais. Et il s'avère qu'en 2018, en fait, j'ai un membre de ma famille, mon petit frère, qui la même année subit un grave accident de la route, et il en sort handicapé, et il a été amputé d'une jambe, donc il avait 15 ans. C'était pas très c'était très triste pour moi de voir mon petit frère comme ça, et bien évidemment lui aussi là, c'était un événement tragique pour nous. Et moi j'habitais donc à Montréal, et lorsqu'il a eu son accident en janvier, ben évidemment j'ai pris un avion dans l'heure qui a suivi pour aller à son chevet à l'hôpital où il était dans le coma encore. Et lorsqu'il s'est réveillé, évidemment, je te laisse imaginer sa réaction quand le médecin lui a dit qu'on lui avait amputé une jambe. C'était pas la joie, et moi je lui ai dit, Lucas, là je repars à Montréal dans 2 jours. Je suis juste venu te soutenir, mais je reviens en août pour l'UTMB. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que les 6 mois que tu vas avoir devant toi là, je veux que tu t'entraînes comme un fou là, que tu te remettes à courir, tout ça, et je veux que ce soit toi qui vienne faire mes ravitaillements avec maman pendant la course, et je veux que tu sois aussi capable de courir avec moi à la fin de ma course. Et c'est la première fois que j'ai intégré d'autres personnes dans mon projet de coureur qui étaient des membres de ma famille. Et j'ai pris conscience en fait de l'inspiration et de la force qu'on peut tirer d'une équipe dans un sport qui est individuel par définition. Et j'ai pris conscience que quand j'arrivais au ravitaillement, c'était à Courmayeur par exemple, presque la moitié entre guillemets, j'étais vraiment détruit, plus aucune force, et j'envisageais même dans la descente qui menait à Courmayeur d'arriver en bas et d'abandonner. Puis ma mère m'a pris dans ses bras, m'a fait un petit bisou, m'a encouragé, et puis en fait je suis ressorti neuf du ravitaillement de Courmayeur. Et là ça m'a fait prendre conscience que waouh, la force que peut avoir de l'amour, de l'amitié de personnes externes sur notre mental est très forte. Et bref, j'avance dans mon histoire, mais après à l'arrivée, je retrouve Lucas qui m'attend à 300-400 mètres de l'arche d'arrivée. Et pour la première fois, Lucas se mettait en short avec sa prothèse, puisque jusqu'à là, il avait un jogging et il restait un petit peu caché dans sa chambre pour pas montrer son handicap là. Et c'était beau, puisque je crois qu'à partir de ce jour-là, ça a été le jour numéro 1 où Lucas est sorti du déni et est rentré dans son premier jour d'acceptation. Et puis voilà, les jours qui ont suivi, je me suis dit, mais waouh, grâce à cette course, grâce à l'ultra trail, grâce à un sport individuel, on peut aussi avoir un impact fort en termes d'inspiration sur d'autres personnes. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment m'intéresser un petit peu plus aux réseaux sociaux, à raconter des histoires, à raconter mes courses, dans une dimension qui va plus loin que le simple fait de dire je suis arrivé en temps d'heure, je suis arrivé avec tel classement. Non, j'essaie d'avoir un regard plus grand sur ma pratique pour aller y raconter des histoires liées à un cheminement, à des émotions, à des rencontres. Et depuis, j'aime beaucoup cette dimension-là. Et ça a été les principaux enseignements que j'ai tirés de cette UTMB 2018. C'est la beauté de ce sport, je pense, et de ces gens qui le composent, cette ouverture, cette solidarité. Voilà, c'est une passion qui se transmet, qui se partage, et puis qui dépasse le simple cadre sportif très largement. Mathieu, les 2 années suivantes, à l'issue de cette UTMB, elles ont été assez contrariées. À commencer par 2019, ça a été une période assez délicate pour toi, une période de changement, probablement qui comportait un peu ce lot de doutes très légitimes à l'époque. Tu t'es blessé aussi cette année-là. Comment est-ce que tu as vécu cette période, et puis à quoi tu t'es accroché pour tenir? Quels ont été tes refuges ou tes projections? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te battre et de serrer les dents? Je vais pas cacher le fait que ça a été une année très difficile pour moi, où j'ai presque eu des symptômes dépressifs. Ça a été pas facile, puisque en janvier 2019, je l'ai évoqué auparavant, mais je quitte mon bureau d'ingénierie, et dans le backstage, en fait, c'est drôle, mais mon entourage en France, familial et puis amical, me soutenait pas trop dans ce projet-là. Voilà, on a une certaine
vision de la carrière en France qui est assez fermée, je trouve, comparée à l'Amérique du Nord, dans le sens où un changement de carrière radical à 180 degrés n'est pas forcément bien vu. C'est des commentaires du style mais non, t'as fait des études d'ingénieur, t'arrêtes pas, tu vas finir clochard sous un pont, en gros, si on résume. Bref, merci le Québec, merci l'Amérique du Nord pour avoir une ouverture d'esprit bien plus grande et de justement plutôt encourager des changements de carrière très forts pour se réorienter vers notre X, comme ils disent là-bas. Et donc voilà, je voulais leur prouver cette année-là qu'ils avaient tort, que c'était le choix qu'il fallait que je fasse pour être épanoui et heureux. Et seulement un mois après avoir fermé une dernière fois la porte de mon bureau d'ingénierie, je subis une première vraie blessure. Là, on ne parle pas d'une petite inflammation qui nous empêche pas de courir. On parle d'une grosse blessure qui te coupe totalement du sport. Donc là, c'était une fracture de fatigue, stress fracture dans le sacrum au bas du dos. Une douleur telle que je pouvais plus marcher, plus faire de vélo, plus rien. J'étais coincé dans mon lit ou dans mon canapé. Et ça a été très dur pour moi parce que je venais tout juste de quitter. Et puis finalement, les personnes qui me soutenaient pas, mais ça nourrissait voilà, ils se disaient mais voilà, on avait raison, t'aurais dû rester à faire ça. Et puis ça a été dur pour moi parce que arrêter le sport, c'est dur parce qu'on n'a plus cet équilibre biochimique dans notre corps qui nous permet d'être heureux. Et en même temps, la vie professionnelle prenait un tournant fort. Voilà, ça a été une saison en demi-teinte. J'ai réussi à m'en sortir là quand c'est revenu petit à petit, mais ça a été une saison en demi-teinte. Et puis je comptais vraiment sur 2020 pour finalement enfin montrer mon potentiel et que j'avais eu raison de faire ce choix-là. Mais malheureusement, tu connais la suite de l'année 2020 et voilà, il a fallu que j'attende 2021 pour enfin montrer de quel bois je me chauffais. Ouais, cette année 2020, elle démarrait plutôt bien puisque tu as été en Nouvelle-Zélande où tu as cartonné sur une course et tout s'est très bien passé. J'imagine aussi que tu projetais probablement de venir sur l'UTMB donc, en 2020 et donc il y a cette pandémie qui met un coup d'arrêt. Là aussi, tu as eu besoin d'aller te chercher d'autres projets. Tu parlais tout à l'heure de cette dimension d'aventure et de cette notion de défi. C'était aussi un moyen pour toi de te reconstruire dès que, en tout cas, les vannes ont été un peu plus ouvertes pour se permettre de faire des choses et quand bien même c'était pas dans un cadre officiel de course, tu as été finalement créé, toi, tes propres défis. Ouais, tout à fait. Puis il y a aussi eu Koh-Lanta au milieu de tout ça. Il faut savoir que en tant que spectateur, on voit juste la diffusion qui dure 2-3 mois, mais en tant qu'aventurier Koh-Lanta, c'est une aventure qui dure 2 ans, à travers le casting qui dure 6 mois, le tournage qui dure 2 mois, l'attente entre le tournage et la diffusion. Moi, l'aventure Koh-Lanta, elle a justement commencé en 2019. Et c'est drôle parce que... Il y a 2 ans pile à peu de choses près, ouais. C'est drôle parce que j'ai postulé à Koh-Lanta pendant que j'étais blessé et coincé dans mon canapé à Montréal. J'avais rien d'autre à faire que lire et puis rester sur internet et puis j'ai postulé à Koh-Lanta à ce moment-là parce que j'étais blessé dans mon canapé et puis je suis rentré dans le casting et puis 2019 a quand même tourné autour de ça puisque voilà, quand la blessure a été terminée, je me suis dit je vais faire la Diagonale des Fous en octobre, ça me laisse le temps de faire un build-up pour être prêt et voilà, c'est vraiment la course où je voulais montrer que j'étais capable de faire quelque chose de bien dans ce sport. Je suis parti à l'île de la Réunion 3 semaines avant la course pour repérer le parcours et pour m'y préparer. Et la prod de Koh-Lanta m'a appelé 3 jours avant le départ de la course pour me dire « Matt, c'est maintenant le tournage, on t'a pris un billet d'avion pour nous rejoindre aux Fidji. » Donc voilà. Ce qui a été compliqué pour toi parce que il y a une espèce de notion de confidentialité autour du projet, donc tu n'as pas pu expliquer ton départ et tu n'as pas pu l'expliquer pendant longtemps. Je suis parti en mode sous-marin et puis beaucoup d'athlètes élites au départ qui m'avaient vu m'entraîner. Ils ont cru que tu avais été kidnappé. Ils ont dit mais il est où? Il s'est fait kidnapper, pas de nouvelles, plus rien, il répond plus sur les réseaux, où est-il? Et puis effectivement la confidentialité a fait que j'ai pas pu en parler. Et j'étais pas prêt en fait, j'avais pas préparé mon alibi puisque ça a été un petit peu dernier moment. Et puis 2020, voilà, malgré la pandémie, voilà, il y avait quand même le projet Koh-Lanta avec la diffusion qui allait arriver à l'automne. Et comme tu dis, j'ai réussi très vite à me renouveler dans des challenges et des défis qui étaient hors course. Voilà, j'ai décidé d'aller parcourir le seul GR labellisé en Amérique du Nord, donc les sentiers de grande randonnée, qui est au Québec, qui s'appelle le GRA1. Sous forme de FKT, Fastest Known Time, là, le faire du départ jusqu'à l'arrivée du point A jusqu'au point B le plus vite possible, avec une dimension aventure, logistique qui m'a pris 6 mois à préparer. Voilà, ça a été une aventure de 650 km dans le bois, dans la forêt québécoise qui est très sauvage et qui m'a pas mal occupé sur l'année 2020, qui m'a passionné et qui a été vraiment génial.
Et l'aventure continue aujourd'hui, d'ailleurs, parce qu'il y a un film qui a été sorti à ce sujet-là, qui est très bon. Confiné. Et voilà, Confiné, et qui a été retenu récemment dans le plus prestigieux festival de films d'aventure au monde, qui est le festival de Banff. À Banff. Et donc voilà, c'est une belle histoire qui continue puisqu'on fait des projections privées, puis j'en profite pour faire des petites conférences devant un public de passionnés. Et voilà, ça a été quand même, malgré la pandémie, une belle aventure et qui m'a fait oublier le cadre de compétition et la raison d'origine pour laquelle j'avais quitté mon bureau d'ingénierie pour performer. Puis finalement, l'année 2020 c'est bien passé et ça a été très fort pour moi d'enseignement et d'épanouissement. De la résilience, encore et toujours, et du rebond. Mathieu, on va faire un petit saut sur cette UTMB 2021. Est-ce que tu peux nous parler des principales composantes de ta prépa pour cette échéance et puis qu'est-ce que tu as peut-être changé fort de ton expérience déjà sur ce parcours ou fort de l'expérience que tu as acquise au fil du temps? Comment est-ce que tu avais décidé d'appréhender cette phase de préparation dans les grandes lignes? Alors, ça a été une année différente pour moi et encore une fois, les étoiles se sont bien alignées et des restrictions pandémiques, en fait, sont devenues des opportunités pour moi. Je m'explique. Je rentre donc, je me prends un billet aller-retour Montréal-France entre fin août 2020 et mon retour est le 15 décembre 2020, donc pour venir à la diffusion de Koh-Lanta. Voilà, fallait être sur place sur le territoire parce qu'il y avait beaucoup de rendez-vous médias et puis évidemment la finale de l'émission en direct à Paris à laquelle il fallait être présent. Donc voilà, j'étais là pour ça. Et il s'avère que le 15 décembre 2020, je monte pas dans mon avion retour vers le Canada pour la simple et bonne raison que le gouvernement décide, donc canadien, d'imposer des restrictions assez drastiques de confinement et de quarantaine. Voilà, lorsqu'on rentrait au Canada, il fallait passer obligatoirement 3 jours dans un hôtel à côté de l'aéroport. Il fallait payer un forfait de $2000, à l'issue duquel, après des tests PCR, on nous enfermait dans notre appartement pour 14 jours, mais un enfermement strict. On n'avait même pas le droit de descendre dans la rue là. Bref, pour moi, c'était trop de rester enfermé 14 jours. Donc je me suis dit, je prends pas mon avion. Je vais rester un petit peu plus en France le temps qu'ils lèvent les restrictions. Je retournerai au Canada lorsque les restrictions seront levées, sauf qu'il s'avère que les restrictions ont été levées fin juillet 2021. Donc voilà, comme je disais, une restriction pandémique est devenue une opportunité pour moi puisque je suis resté en France. Et qu'est-ce que j'ai fait dans les 6 premiers mois, donc entre janvier et juillet? Je suis allé m'installer en montagne, dans les Alpes. J'ai un petit peu crapahuté comme un nomade entre l'Italie, la Suisse, la France, dans plusieurs stations de ski et dans plusieurs domaines de montagne. Et je me suis entraîné vraiment dans un environnement très similaire à celui du TMB. J'ai fait 6 mois d'entraînement avec, j'avais jamais fait autant de dénivelé et autant de spécificité qui ressemble à celle de l'UTMB. Et la particularité aussi, c'est que j'avais dessiné un plan d'entraînement assez ambitieux en termes de volume, de charge et d'intensité. Habituellement, dans mes plans d'entraînement, j'avais toujours des petits couacs en cours de route, c'est-à-dire des petites inflammations qui démarraient, qui fait que je devais couper mon plan d'entraînement ou en tout cas le redessiner. Et là, en ayant intégré le vélo, le renforcement musculaire et la nutrition, on dirait que j'ai éloigné la blessure de ma vie. Et j'ai fait un plan d'entraînement qui avait sur 6 mois que j'ai pu suivre à la lettre malgré la charge énorme que j'avais mis. C'était fou. Ce qui fait que lorsque je suis arrivé à l'UTMB en août 2021, je savais que j'étais dans un niveau de forme incroyable Optimal. que j'avais jamais eu de toute ma vie et que j'étais prêt à faire quelque chose de beau à l'UTMB. Voilà. Donc le niveau de confiance était maximal. Le niveau de confiance était maximal, mais voilà, je restais quand même, comme tu l'as dit, entouré des meilleurs coureurs au monde. Là, on parle de Jim Walmsley, de François Den, de Xavier Thévenard, de Pablo Villa, enfin tous ces coureurs qui sont quand même exceptionnels, qui fait que oui, j'étais confiant de faire un top 10, mais voilà, pas plus que ça. Est-ce que tu avais défini une stratégie de course particulière? J'imagine que oui, tu réfléchis beaucoup, tu es dans l'analyse, on l'a compris, et très rationnel aussi. Comment tu avais décidé de construire cette UTMB et de le vivre? Alors justement, je voulais cette année-là courir mon UTMB intelligemment et pas uniquement aux sensations et puis faire comme d'habitude, partir vite devant et puis ça passe ou ça casse.
Et c'était difficile pour moi de définir une stratégie parce que c'est quand même une course longue où il y a énormément de paramètres à prendre en compte et notamment les autres coureurs. Et en fait, 10 jours avant l'UTMB, j'ai appelé le team manager de Salomon, de la team internationale de Salomon, Grégory Vollet, et je lui ai dit, écoute Greg, je me sens vraiment au sommet de ma forme pour cette UTMB. Bon, lui, il croyait pas trop en moi à ce moment-là, hein, mais il a quand même, il savait pas dans quel niveau vraiment de forme j'étais, mais il a quand même pris le temps de définir une stratégie avec moi. Parce que lui, en fait, il est tellement dans ce sport-là qu'il connaît exactement chacun des coureurs, ceux de sa team évidemment, mais aussi les autres, à peu près où ils en sont dans leur niveau de forme par rapport aux courses qu'ils ont réalisées dans l'année, par rapport à ce qu'ils partagent. Et donc voilà, on a défini une stratégie ensemble qui était une course par rapport aux autres, mais plus par l'arrière du peloton de tête, voilà, contrôlé par l'arrière avec des temps de passage très précis, des temps de retard. Habituellement, je définissais mes stratégies avec des temps d'avance, et là c'était avec des temps de retard, donc ça me sortait complètement de mon confort habituel. Et bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai suivi à la lettre les temps de retard et puis les temps de passage qui avaient été proposés par Greg. Et voilà, c'est comme ça que la stratégie s'est dessinée pour cette UTMB 2021. Est-ce qu'il y a une chose que tu appréhendes plus particulièrement avant le départ? C'est toujours la même chose dans les ultras, hein. J'appréhende la douleur que je vais subir, physique, les troubles, voilà, au niveau du mental aussi. Je sais que ça fait mal les ultras et ça m'inquiète toujours un petit peu, j'ai cette appréhension. Donc voilà, et puis j'ai déjà partagé ce syndrome que j'avais, mais me retrouver là sur la ligne de départ, vraiment sur la première ligne en fait, vraiment devant tous les milliers d'autres coureurs. Mais je suis à ce moment-là, au départ là, je suis juste derrière François Den, je suis collé à lui, et Aurélien. C'est drôle d'ailleurs parce qu'on est tous les trois Le collés les podium uns était les autres. déjà là. Puis voilà, l'histoire est restée comme ça. Puis voilà, j'ai un petit peu ce syndrome de l'imposteur. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Je devrais pas peut-être reculer de 3 ou 4 pas en arrière pour pas être en première ligne? Ou est-ce que je reste là? Tu sais, je regarde un petit peu par terre. J'ose pas trop croiser le regard des coureurs pros autour de moi parce qu'en fait ils me connaissent pas, tu vois, et puis quand ils me regardent, je sais qu'ils se disent mais c'est qui ce gars, je l'ai jamais vu, qu'est-ce qu'il fout là? Et donc j'ai toujours voilà à ce moment-là cette gêne et puis et cette appréhension de me retrouver dans la course au milieu de ces coureurs exceptionnels. Ça y est Mathieu, on est le 27 août 2021, 17h. Tu t'élances sur les sentiers de l'UTMB. Tu te colles donc d'emblée à ta stratégie. Est-ce que c'est pas très contre-intuitif et finalement très frustrant de partir à un rythme modéré puisque toi, tu as un tempérament assez fougueux. Enfin, tu donnes plutôt de la lance, c'est ce que tu dis habituellement dans tes courses, tu donnes le tempo. À quel point c'est difficile de se faire violence et de se contraindre et de se convaincre que c'est le bon choix? C'est très difficile pour moi, je l'avoue, parce que c'est la première fois que je le vis. Et c'est aussi très frustrant de courir dans cette stratégie-là. C'est vrai. Mais voilà, cette année-là, j'avais décidé de vraiment, je le redis, de courir intelligemment et de faire confiance à des personnes qui sont plus expertes que moi, qui connaissent beaucoup plus ce sport-là. Et en fait, c'est que comme la stratégie a été définie quand même une dizaine de jours auparavant, j'ai eu le temps de mûrir là-dessus et de l'intégrer, de le visualiser. Moi, je visualise beaucoup mes courses. Tu sais, je me projette, je vois la nuit quand je ferme les yeux, et puis voilà, me voir à l'arrière du pack et voir les coureurs s'éloigner sur les chemins jusqu'à les voir disparaître. Je l'avais intégré, je l'avais accepté avant même la course. Ce qui fait que du départ de Chamonix jusqu'aux Ouches, une dizaine de kilomètres plus loin, bon là je cours quand même avec le pack parce que voilà, courir à 4 minutes du kilo, un petit peu en dessous, je suis très confortable là-dessus. Mais là où j'ai laissé partir le pack, c'est vraiment dans la montée qui suit vers le col d'Élévré. Et là, c'est des gros chemins assez larges, et c'est vrai que cette visualisation que j'avais eue du pack qui commence à s'éloigner jusqu'à disparaître, ben c'est fait. Mais voilà, le sentiment de frustration a été très vite atténué puisque j'étais ok. Voilà, je regardais par terre, j'avais mes petits bâtons, j'avais mon petit rythme confortable, et puis mon but c'était d'arriver à Saint-Gervais
à 18h, après 1h55 de course. Voilà, c'était le temps de passage que j'avais visé. Et c'est sur ça que je me focusais. Et je suis arrivé, tiens-toi bien, hein, à Saint-Gervais à 1h55 secondes et 55 minutes et 1 seconde. On peut pas faire plus précis que ça. Hein. Comment t'as pu te tromper d'une seconde, Mathieu? Ouais, C'est j'avoue, faut que j'y incompréhensible. retourne l'année prochaine pour tenter de Ouais, faire c'est 0 pas très secondes. précis quand même. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai réussi à voilà me sortir de cette frustration et à coller au plan et ainsi de suite, de ravitaillement à ravitaillement. Et ça c'est bien fait. Donc là, à Saint-Gervais, t'es autour de la 32e position. Et puis petit à petit, par la force des choses, le nombre de coureurs s'écrème un petit peu, notamment jusqu'à l'arrivée à peu près du kilomètre 40. Il y a finalement déjà un certain niveau d'écrémage. Et puis toi, tu gagnes aussi des positions. À ce moment-là, tu es à peu près au niveau de la 10e place, c'est ça, quand tu arrives à la Balme? Alors oui, en fait, je dirais il y a un gros break là, un gros cassage qui est assez récurrent d'année en année à l'UTMB. C'est au Contamine. On est à entre 30 et 40 kilomètres de course. Et effectivement, tous les coureurs élites qui n'ont pas su mettre leur ego dans leur poche ou qui n'étaient pas au niveau de forme habituel commencent à casser. C'est ici que ça se passe. Et donc, effectivement, ceux qui sont partis un petit peu plus sécuritaires entre guillemets et qui ont choisi cette stratégie un petit peu comme la mienne, mais commencent à grappiller beaucoup de place à partir des Contamines. Et donc voilà, j'arrive aux Contamines, j'arrive à Saint-Gervais en 30-35e position et aux Contamines entre 20 et 25. Et effectivement, à partir des Contamines, c'est là où j'ai commencé à reprendre beaucoup de place après les Contamines parce qu'il y a la grosse montée vers la refuge du Croix du Bonhomme et c'est sûr que ceux qui sont partis un peu trop vite payent le prix dans cette première montée qui est quand même assez importante. Et bon voilà, c'est sûr que c'est là que la stratégie a commencé à payer fort pour moi. Un des points clés de ta stratégie qu'on n'a pas évoqué jusqu'à maintenant, ça a été aussi les ravitaillements, avec vraiment une petite musique extrêmement bien rodée. Ouais. C'est un exercice que tu avais préparé avec particulièrement de soin. Et puis quel temps passé tu te donnais en moyenne sur ces ravitaux? Alors c'est un bon point. C'est aussi un aspect sur lequel j'avais travaillé fort et sur lequel j'avais pas travaillé auparavant. Et donc l'anecdote, c'est que je rentre donc au ravitaillement des Contamines, qui est le premier ravitaillement assisté en un peu plus de la 20e position, et je sors de là, je sors autour de la 10e position. Donc, ce qui veut dire que j'ai gagné 10 places dans un ravitaillement. Et donc, voilà, j'avais travaillé ça auparavant, en gros, d'essayer de le faire un peu à la mode Formule 1. Vous avez une chorégraphie bien en place. Exactement, exactement. Et puis, en fait, quand tu as plusieurs ravitaillements assistés, là, on parle de les Contamines, Courmayeur, ensuite, il y a Champé, Triangle. Alors, c'est une 5 ravitaillements. Si tu calcules, en fait, le nombre de minutes que tu peux perdre dans un ravitaillement, c'est assez énorme. Et là, mon objectif, c'était de rester maximum 1 minute dans chaque ravitaillement. Voilà, ne pas dépasser la minute. Ce qui se passe quand on arrive dans des ravitaillements en ultra trail, on est tellement déconnecté du temps. Hein, le temps, tu dois connaître ça, mais s'étire et se compresse dépendamment de si on est dans la souffrance ou dans l'euphorie. Et parfois, on arrive dans un ravitaillement, on a l'impression qu'on reste qu'une minute, mais en fait, ça fait 10 minutes qu'on y est. Et donc, il faut un gardien du temps. Et là, Alix, qui me faisait le ravitaillement, était la gardienne du temps. Et l'objectif, c'était vraiment de rester 1 minute maximum. J'aimerais bien avoir l'historique du temps cumulé de tous les UTMB confondus. Je pense que je dois pas être loin du record, du temps minimum passé dans les ravitaillements pour cette UTMB-là. C'est beau en tout cas d'avoir réussi, parce qu'il y a la théorie, mais la pratique, quand tu es au bout, que tu as 150 bornes dans les pattes, de réussir à se dire aussi que tu fais un break que d'une minute, c'est aussi particulièrement délicat et complexe d'arriver à garder finalement et à se tenir à cette stratégie, alors même que le corps doit peut-être exiger autre chose à ce moment-là quand la course est très avancée. Tout à fait. Ben là, c'était ma théorie, mais j'ai eu la chance pendant la course d'être dans un niveau de forme et aucune difficulté physique qui fait que c'était plus facile de rester moins de temps, effectivement. Lorsque tu arrives dans un ravitaillement, que tu es détruit physiquement et mentalement, tout de suite, rester 1 minute, ça va être plus compliqué. Tu vas avoir besoin de t'asseoir, de reprendre, de te reprendre sur tes émotions, voire même t'allonger sur le banc un petit 5 minutes pour faire un reset. Mais voilà, j'ai eu la chance d'être dans un état de positivisme tel que la minute était pas difficile à tenir.
Les 40 km suivants, ils se passent sereinement jusqu'à Courmayeur au kilomètre 78 où tu arrives bien plus frais qu'en 2018, qui est peut-être aussi un de tes référentiels que tu as en tête à ce moment-là. Tu es à ce moment-là à la 6e place, tu passes le coureur russe Dimitri Mityayev. Est-ce qu'on peut dire que tu es en plein contrôle de ta course? À ce moment-là, tout se passe exactement comme tu l'imaginais et tu te sens très serein? Alors ouais, complètement jusqu'à Courmayeur, mais j'avais tenu mes temps de passage à quelques minutes près et c'était parfait parce que en même temps, la frustration dont tu parlais, avec laquelle j'avais réussi à faire abstraction, mais qui planait un petit peu autour de moi, hein, on va pas se le cacher. Mais le fait d'être dans l'économie jusqu'à Courmayeur et de reprendre des coureurs comme Dimitri Mitraïev, qui est quand même l'un des meilleurs coureurs d'ultra trail au monde, je me disais mais en fait c'est fou la stratégie que je suis en train de mettre en place, et malgré le fait que je suis en économie mais que je réussis à reprendre ces coureurs là, mais à chaque fois que je passais devant un coureur comme Dimitri, mais ça me nourrissait d'une nouvelle énergie et d'une euphorie telle que ça me portait. Et c'est justement après Courmayeur que ma stratégie de course était de commencer à ouvrir un petit peu la machine, comme on dit. Et donc, c'est sûr qu'arriver à Courmayeur, à un endroit qui est assez clé de la course où beaucoup d'athlètes élites et puis récréatifs abandonnent, arriver dans un état de fraîcheur vraiment avancé, c'était quelque chose de très bon pour moi. Et donc voilà, j'étais dans les bonnes prédispositions et conditions pour démarrer cette nouvelle course qui commence après Courmayeur avec l'état d'esprit et les sensations physiques les plus optimum. On te donne des infos là sur les écarts. Enfin, est-ce qu'à ce moment-là, tu regardes la tête de course ou est-ce que tu es vraiment dans ta propre gestion à toi de ta course? Alors, je suis encore dans ma gestion, mais dans ma stratégie de course, Greg m'avait dit après Courmayeur, là, tu as une montée vraiment sèche jusqu'au refuge Berton, puis tu as ce fameux balcon là qui va te mener jusqu'au pied du Grand Col Ferré, qui est relativement plat et où tu vas pouvoir commencer à y aller un peu à la sensation, tenter d'ouvrir un petit peu plus la machine et te mettre dans une intensité un peu moins confortable que celle que tu avais eue jusqu'à maintenant. Et donc en fait je monte à Berton et à partir de Berton je commence à courir en accélérant vraiment, à commencer à à être un peu dans un essoufflement et un petit peu moins confortable. Et à ce moment-là, c'est là que je rattrape en fait, donc j'arrive à Berton en 6e position et où je rattrape deux coureurs que je respecte énormément, qui m'inspirent beaucoup et qui sont pas n'importe qui. C'est Jim Walmsley et Pablo Villa. Et puis je les passe vraiment avec une facilité déconcertante. Bon, eux, ils étaient vraiment dans le dur là, ils couraient très lentement, voire ils marchaient. Et c'est sûr que à ce moment-là, quand tu passes ces coureurs-là et que toi, tu es dans un niveau de forme exceptionnel, mais ça te redonne encore un nouveau boost et une nouvelle énergie. En fait, c'est très mental tout ça. Hein. Mais t'es dans un cercle vertueux en fait. Voilà, t'entretiens cette euphorie par que des petites bonnes nouvelles et des belles séquences qui s'enchaînent. Tout à fait. Et puis de ravitaillement à ravitaillement, quand tu es dans le top 10, en général, les bénévoles te donnent les écarts. Et je vois que les écarts, en fait, l'idée c'était d'avoir le plus grand écart avec la tête de course à Courmayeur, et à partir de Courmayeur, commencer à réduire l'écart. Donc l'objectif que Greg m'avait donné, c'était d'être à maximum 1 heure de la tête de la course, qu'allait être probablement François, puisqu'il s'est donné de faire le défi de faire le record de course. Donc, faire l'UTMB à moins de 20 heures. Et donc je savais que pertinemment que ça allait être François qui allait être devant. Il y avait un petit peu moins d'1 heure finalement à Courmayeur parce que la hard rock lui était rentrée un petit peu plus dedans que ce qu'il imaginait. Donc il n'avait pas pu tenir les temps de passage qu'il avait imaginé. Mais effectivement, à partir de Courmayeur, j'ai commencé à accélérer, j'ai commencé à grappiller du temps sur la tête de course. Et donc ça m'a été donné, ces temps de référence à chaque ravitaillement. Et voir le temps se réduire, j'étais en 4e position à Arnouva, donc au pied du Grand Col Ferré. Et là, c'est là que la première fois, je me suis dit, mais attends, mais je suis 4e, j'ai du mal à réaliser ça. Je grappille du temps, mais très rapidement sur la tête de course. Où est-ce que ça va me mener? Donc face à toi désormais, un juge de paix de la course qui est la montée du Grand Col Ferret aux environs du kilomètre 100. Comment est-ce que tu gères cette ascension? Et puis en plus derrière, à nouveau une perspective assez réjouissante puisque ce qui t'attend,
tu es plutôt favorable, en tout cas sur le papier, comme terrain. Comment est-ce que se passe plus spécifiquement ce passage ? Alors, il y a trois points clés hein, dans l'UTMB. C'est, je l'ai dit, Courmayeur, qui est presque la moitié de course où on fait le point. Et puis si ça va très mal, ça va être très compliqué la suite. Puis si ça va bien, ça va être parfait. Le deuxième point clé, c'est Grand Col Ferré, effectivement, parce que Grand Col Ferré, c'est on passe pendant le Grand Col Ferré le kilomètre 100, qui est quand même un chiffre marquant. Grand Col Ferré, c'est le point culminant de la course aussi, le plus haut. Et enfin, après Grand Col Ferré, effectivement, tu as une descente, et puis un plat, puis un profil descendant pendant une vingtaine de kilomètres. Donc c'est sûr que quand tu arrives au col en haut et que tu commences à entamer la descente plutôt bien, en général, ça veut dire que tu vas aller au bout de la course. Voilà, c'est certain que si tu passes le Grand Col Ferré sans boiter, tu vas au bout de la course. Et le troisième point clé, on va y venir après, c'est Champélac. Mais donc Grand Col Ferré, c'est assez fou parce que ça fait, mais c'est la troisième fois que je le fais en course. Je l'avais fait à l'UTMB 2018, je l'avais fait à la CCC 2019, et là je le refais à l'UTMB 2021. Et à chaque fois que je suis arrivé là, j'ai monté ce col-là, cette grosse montée très difficilement, un peu zombifié déjà avec peu d'énergie. Et là, ce qui est fou, c'est que je l'ai fait en courant, quoi, pratiquement. Enfin, pas tout en courant parce qu'il y a des parties qui sont très sèches, très raides. Mais je relançais en courant dans le Grand Col Ferré, ce que j'avais jamais fait de ma vie avant. Je me disais, mais Mathieu, mais c'est quoi cette énergie que t'as? C'est quand même fou. Puis en bas du Grand Col Ferré, il faut savoir que je voyais les trois frontales devant. Hein. Je voyais François en haut. Quand j'arrive au pied, je vois François qui passe le col et je vois Aurélien et Germain un petit peu plus bas. Donc d'avoir un visuel sur eux, le visuel que j'avais perdu auparavant, là, de les revoir visuellement, c'est sûr que là, je suis clairement en chasse. Et lorsque j'arrive en haut du Grand Col Ferré avec un état de fraîcheur relativement bon encore et que j'attaque la descente, qui est un point fort pour moi, et le plat, les feux sont au vert et là, la descente du Grand Col Ferré, je l'ai fait vraiment, vraiment rapidement. Et c'est là d'ailleurs, en bas du Grand Col Ferré, à la Foulie, que Greg Vollet m'attend. Je suis surpris de le voir parce que je l'ai pas vu toute la course. Et là, Greg me regarde et me dit Mathieu, comment ça va? Je me dis, mais c'est quoi cette question? Je lui dis, Greg, ça va super. Regarde-moi. J'ai le sourire, ça va super. Je kiffe trop ma course, j'ai trop d'énergie, je suis trop bien, c'est génial. Il me dit, mais Matt, tu te rends compte de ce que tu es en train de faire là? J'hallucine. J'hallucine. T'es dans un temps de passage, t'es dans les temps de passage qui sont sur des temps qui sont proches du record de parcours. T'es en 4e position, tu souris, t'es beaucoup plus frais que François, Aurélien et Germain. J'hallucine. Donc, écoute, Matt, à partir de maintenant, je décide de laisser tomber toute la team parce que de toute façon, ils avaient tous abandonné, sauf Courtenay. Et puis Courtenay qui était très en contrôle de sa course, très en contrôle et très en avance, donc il a dit Courtenay, j'ai pas besoin d'aller la coacher, je pense qu'elle va se débrouiller toute seule comme d'hab et puis elle va très bien faire, je l'ai vu. Ce que je vais faire, c'est que je vais rester avec toi, je vais te suivre sur les ravitaillements et puis tenter de t'affiner un petit peu ta stratégie et les temps de passage et puis comment tu devrais aborder chacune des sections. Et moi j'ai adoré ça, de me retrouver avec Greg qui est quand même pas n'importe qui ouais, c'est un super signal pour toi aussi. Voilà, que je retrouve à chaque ravitaillement et qui me dit accélérer, freiner, les temps de passage, les écarts et tout. Et en fait, heureusement qu'il était là un petit peu parce que j'étais dans un tel niveau d'euphorie en bas de Grand Col Ferré arrivé à la Foulie que il fallait qu'il me freine un petit peu, tu vois, parce que en accélérant, comme j'accélérais à ce moment-là de m'emballer, j'aurais pu exploser à la fin. Donc heureusement qu'il était là pour un petit peu freiner mes ardeurs. Tu arrives un peu plus loin à Champais, donc au kilomètre 123, après une descente et une montée sèche qui laisse des traces. C'est un passage assez hardcore, tu nous l'as dit. On t'informe sur les écarts en tête, donc là, voilà, la situation n'est pas forcément simple pour les leaders qui sont devant toi. Est-ce que tu as l'intuition et la conviction que tu vas vraiment pouvoir aller les chercher? Est-ce que tu es conforté en tout cas dans cette conviction? Peut-être pas tous, mais en tout cas certains d'entre eux. Alors, en bas de Grand Col Ferré, en ayant la vision sur les gars, c'est sûr que là, c'est la première fois que la petite idée de faire un podium à l'UTMB s'est immiscée dans ma tête. Mais j'ai tout de suite fermé la porte. J'ai dit, attends Mathieu, t'es à Grand Col Ferré, t'es même pas à 100 km, tu vas arriver à 100, il reste 70 km. C'est long, oublie ça, reste dans ta course. Sauf qu'arrivé à Champé, on m'annonce que Aurélien est reparti tout seul et que Germain est vraiment, vraiment, vraiment dans le dur.
qu'il est resté longtemps assis à champer, c'est pas facile pour lui, et que les écarts se sont énormément réduits. Voilà. J'ai plus d'une demi-heure de retard, je pense, à la Foulie sur les deux gars. Et à Champé, on me dit que Aurélien est reparti 27 minutes devant moi et Aurélien une dizaine de minutes. Et Germain une dizaine de minutes devant moi. Donc c'est là que je me suis dit oula, il est vraiment dans le dur. Moi, je suis encore en forme. Je sors de Champé. Là, on longe le lac en courant et puis il y a un faux plat montant sur la route. Et Greg est en haut de la route là. Il est posé au bord du chemin. Et puis là, il me voit arriver. Il me dit Matt, tu viens de courir ce faux plat montant avec le sourire et d'une facilité déconcertante. Je te dis quelque chose, Germain a marché cette montée. Il est à 10 minutes de toi. Si tu continues sur ce rythme, sans trop en mettre encore, là, juste tu restes dans une certaine maîtrise, il y a des chances que tu rattrapes Germain avant le col, en haut là, à Bovine. Et puis là, je me suis dit, waouh, ok, ben, je vais continuer sur ce rythme-là sans accélérer. Et effectivement, pile à Bovine, je suis arrivé derrière Germain, et puis c'est là que je l'ai passé, que je suis fictivement monté sur le podium. Ça a été très dur pour moi, je t'avoue, parce que je suis pas habitué à me retrouver. J'avais jamais fait ça, de me retrouver effectivement sur le podium de l'UTMB. Et je sais comme c'est dur le combat qu'on mène à l'avant, et puis je sais voilà, j'ai déjà vécu ces troubles-là. Et arriver à l'arrière de Germain avec autant d'énergie et lui avec si peu d'énergie, mais j'avoue qu'en fait ça m'a touché. J'étais mal, j'étais mal de le rattraper, et puis de le voir en difficulté. Et puis je sais que mentalement pour lui ça allait être très très dur d'avoir été effectivement sur le podium jusqu'à 140 km et de se faire doubler tout d'un coup. Et j'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien. Ça m'a fait des émotions vraiment tristes. Et puis, En plus, il est tellement super, Germain. ben oui, il est tellement C'est un mec généreux, génial. tellement sympa, tellement dans l'humour, et j'adore ce gars. Et en fait, arrivé derrière lui, j'étais pas bien. Et puis je lui ai dit vraiment, je lui ai dit exactement ces mots-là. Je lui ai dit hey, salut Germain, vraiment, ben, je suis désolé de te passer ici après tant d'heures de course, mais voilà, c'est le sport, c'est comme ça. Voilà, limite je m'excusais, tu vois. C'était assez gênant comme situation. Et puis je l'ai beaucoup encouragé en passant. Je lui ai dit lâche pas, continue, accroche-toi. Là t'es peut-être un peu dans le dur, mais ça va revenir. Et puis voilà, j'ai passé le col et puis j'ai entamé la descente hyper vite. Et j'ai laissé Germain derrière moi. Et puis voilà, là à ce moment-là, je suis effectivement sur le podium. Et un peu comme Et auparavant, lorsque j'avais passé Dimitri le Russe, puis Jim et puis Pablo, mais passer Germain, me retrouver sur le podium, ça m'a encore une fois donné un nouveau boost d'énergie qui a fait que j'ai descendu jusqu'au ravitaillement suivant à Trien. J'ai été beaucoup plus rapide par rapport à ce que m'a dit Greg que François et Aurélien. Je pense que j'ai été 5 minutes plus rapide sur cette descente que les deux gars. Donc, donc, ça Aurélien, commençait. il avance ça d'ailleurs. Aurélien, enfin, l'information commence un peu à tourner Ouais, sur le fait que tout à fait. t'es un peu sur leur trace, et notamment Aurélien, qui peut-être lui aussi ajuste un peu sa stratégie en conséquent. Mais c'est après Trian où on annonce à Aurélien que j'étais à une demi-heure de lui à Champé et que je suis plus qu'à 7 minutes. Donc c'est un TGV qui arrive derrière lui. Et donc là, Aurélien est quand même quelqu'un de très fort mentalement et physiquement. Et puis malgré le fait qu'il était dans le dur, il a été capable de se reconditionner et puis de trouver une certaine énergie au fond de lui pour pousser et pour m'empêcher de revenir à lui. Voilà, donc c'est ce qui m'avait été compté par la suite. Dernière difficulté devant vous, enfin grosse difficulté, il y en a plein, mais la grosse c'est tête au vent, qui est une partie exigeante et technique, sur laquelle tu commences à faire quelques petites erreurs en tout cas. Est-ce qu'à ce moment-là tu décides de garder le cap, ou tu te dis que c'est peut-être le moment d'ajuster un peu la stratégie, et que finalement ce podium, c'est peut-être pas mal de le sécuriser, de rien t'interdire, mais en tout cas d'être un tout petit peu plus prudent que ce que tu as été jusqu'à maintenant? Ouais, ça a été un point très fort pour moi, la montée de tête au vent. C'est la dernière montée qui est très difficile. Et il s'avère que à Valorcine, ou un petit peu avant Valorcine, je recroise Greg et me dit Matt, il parlait pas beaucoup, mais tout ce qu'il me disait là, ça résonnait vraiment fort en moi là, et c'était très puissant.
Greg me dit, Matt, c'est historique ce que tu es en train de faire aujourd'hui. C'est vraiment incroyable. Ce que tu fais aujourd'hui, sache que tu vas rentrer dans une nouvelle sphère, dans une nouvelle catégorie de coureurs. Continue comme ça. Je veux aussi te dire, Mathieu, que tu ne cours pas tout seul aujourd'hui. Moi, j'ai perdu le contrôle aussi de mes réseaux. Tout le monde m'écrit. Voilà, on parle de milliers de personnes qui sont derrière toi. T'es pas tout seul. Tout le monde suit ce que tu fais. C'est incroyable. T'as une énorme communauté qui est en train de suivre en live ton parcours et ils sont avec toi. Pense-y. T'es pas tout seul. Allez, vas-y. Et là, il me dit, Matt, t'es en 3e position. François est vraiment dans le dur. Il fait que se plaindre. Il commence à cramper des jambes. Je connais François, c'est un extraterrestre, mais il reste humain et puis il peut aussi craquer. Aurélien fait la tête, il est dans le dur, ça va pas du tout. Tu peux faire quelque chose d'encore plus fou à l'UTMB que la 3e position. Alors déjà pour moi, être en 3e position c'était fou, mais en gros il m'ouvre à l'idée que gagner l'UTMB est une éventualité. Et donc il me dit, tu arrives à Valorcine, tu restes pas trop longtemps comme d'habitude, et après à tête au vent, tu donnes tout dans la montée. Et là, il est au pied de tête au vent, Greg, et puis j'entame la montée, il me dit, allez Mathieu, c'est maintenant que tu dois écrire l'histoire. Et puis je me mets tête au vent, je sais pas si tu l'as déjà fait, mais c'est un mur vertical de marche de roche, et je me mets à courir la montée de tête au vent. C'est quand même assez fou là, en chasse. De François et Aurélien, parce que je savais que je me rapprochais d'eux vraiment très vite. Voilà. Et j'arrive en haut de tête au vent, je suis vraiment très proche d'eux. Et en fait, après tête au vent, là, il y a une genre de faux plat descendant qui nous mène vers la flégère, qui est très technique. C'est la partie la plus technique de toute la course, en fait, qui en fait une course, malheureusement, car on n'a plus beaucoup de lucidité et de force. Et là, effectivement, je commence à faire quelques petites erreurs. J'ai une cheville qui part à droite, une cheville qui part à gauche, je frappe un genou sur une roche, je manque de tomber à un moment donné sur un saut. Et là, je me dis, mais Matt, t'es en train de vraiment prendre des risques. Si tu te pètes un genou là ou une cheville, il reste plus de 7 km pour aller à l'arrivée. Derrière, ça chasse aussi, et c'est pas n'importe qui. Tu vas te retrouver à finir 10e ou 20e si tu fais une connerie là. Et j'ai pris la décision à ce moment-là de tout couper mon attaque, de tout laisser tomber et de maintenir cette magnifique 3e position qui me satisfaisait beaucoup à ce moment-là, et d'être vraiment plus dans le contrôle de ce que je faisais pour éviter de me blesser. Et donc voilà, à partir de là, j'ai vraiment sécurisé mes appuis et puis mon évolution jusqu'à l'arrivée. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait dans l'histoire. Comment est-ce que tu gères justement ces tout derniers kilomètres de course? Est-ce que c'est possible d'être serein à un moment comme ça, ou c'est impossible parce qu'il y a la fatigue quand même qui te rentre un peu dedans? Tu as l'excitation de te dire que tu touches du doigt à ce podium et que, sauf incident de course totalement imprévu, il n'y a plus rien qui devrait t'écarter de cette 3e marche. C'est quoi l'état dans lequel tu vis ces derniers kilomètres? Tu planes, ou tu es au contraire hyper focus et très rationnel et ancré dans chaque pas que tu fais? J'étais pas prêt. C'est plus que je plane, je suis plus loin que planer, je suis sur une autre planète. J'étais pas prêt parce que habituellement dans mes courses, je suis capable de visualiser par rapport à la densité de coureurs qu'il y a autour de moi, une position approximative. Mais je l'avoue, je suis vraiment, c'est très très sincère ce que je te dis là. Je n'avais jamais, ne serait-ce imaginé ou évoqué la possibilité de finir sur le podium de l'UTMB cette année-là. Et même le top 10, je l'avais pas annoncé. Je l'avais en tête, au fond de moi, par rapport à mon niveau, mais à personne je l'avais dit, ni à ma famille, ni à mes amis, ni aux médias. Tout ce que j'annonçais, c'était, j'ai fait un UTMB en 2018, avec un certain temps. En 2021, ce que je veux faire, c'est un UTMB en retranchant au minimum 1 heure sur mon temps. Voilà, c'est tout ce que j'avais annoncé. Mais voilà, j'avais quand même imaginé un top 10. Et me retrouver en 3e position à ce moment-là, je l'avais jamais visualisé, donc j'étais pas prêt pour ça. Et là, j'ai commencé en fait à planer. Je vais pas pouvoir te le décrire en fait précisément ce que j'ai vécu parce que c'est indescriptible. C'est trop puissant, c'est trop fort. Et en tant qu'humain, vivre une émotion courte dans le temps aussi forte, on n'est pas prêt. On n'est vraiment pas prêt. Et c'est sûr que bien avant l'arche d'arrivée, lorsque tu rentres dans Chamonix,
tu as déjà des milliers, des centaines de personnes qui t'acclament, qui crient ton nom, et tu commences à réaliser que tu vas arriver sur le podium de l'UTMB. Et là, en fait, j'arrive pas à l'expliquer, mais et je me transcende, en fait. Je me transcende, j'arrive comme à sortir de mon corps dans un drone, et je me vois, en fait, en train de courir par en haut, en train de taper dans la main des gens. Et j'ai l'impression de ne plus être en contrôle avec mes faits et gestes. J'ai l'impression d'être contrôlé par une force externe, comme si j'étais un robot, et de faire ce dernier kilomètre, ces derniers mètres, sous une forme. Ouais, ta conscience, c'est presque évacuer ton corps. Voilà, sous une forme mécanique, en fait, robotique, où je souris, je tape dans les mains des gens, mais mes jambes courent toutes seules, mes gestes font tout seuls, et mes émotions, je ne peux plus les contrôler. Le sourire qui arrive sur mon visage, le bruit, en fait, les sens, mes sens c'est trop fort, en fait. Mon ouïe, c'est trop fort ce qui rentre dans mes oreilles. Ma vue autour de moi, il y a trop de gestes, trop de couleurs, trop de lumière, trop de trucs, qui fait que c'est vraiment un feu d'artifice sensoriel, que j'ai jamais vécu auparavant et que peu de personnes ont vécu, qui fait que c'est irréel, c'est totalement irréel. Donc je réalise mes gestes de manière robotique jusqu'à arriver à l'arrivée, et puis là, La tortue qui est en toi enlève sa carapace. Voilà, et puis avec la fatigue, tout ça, je fonds en larmes. Je vois ma chérie, je vois ma famille, je vois mon papa, petit frère, petite sœur qui sont là, qui eux aussi pleurent. Et je comprends pas, en fait. Ils pleurent, moi je pleure, et puis c'est un moment qui est profondément marquant, Et encore aujourd'hui, au moment où je te parle, là, on est mois et demi plus tard. Je suis encore là-dedans, hein. Je suis encore un petit peu sur ce nuage sur lequel je suis monté à cette arrivée de l'UTMB. Et le piège, c'est que ces moments-là, on a envie de les revivre. Voilà. Ils seront jamais pareils, mais on a forcément envie de revivre ça, ce shoot d'adrénaline, d'émotion. Ouais, c'est drôle ce que tu dis, parce que c'était si fort pour moi et c'était si puissant que j'avais envie de demander à François, qui lui a un petit peu plus l'habitude. J'avais envie de lui demander, François, est-ce qu'on s'habitue à ça? Toi qui as gagné 4 fois l'UTMB et qui est arrivé aussi premier de la Diagonale des Fous, où il y a une arrivée qui est assez similaire. Est-ce qu'on s'habitue? Ou est-ce que c'est toujours cette transcendance qui arrive? Et en fait, j'ai oublié de lui poser la question. Donc la prochaine fois que je rencontre François, ça sera probablement au stage d'ouverture du team international, je lui poserai la question, parce que je veux savoir. Je veux savoir. J'ai pas la réponse aujourd'hui, mais oui, j'aimerais revivre quelque chose comme ça un jour ou l'autre. Je te le souhaite vraiment. Mathieu, tu conclus donc ces 170 km à une fabuleuse 3e place après 21 heures et 12 minutes de course derrière François Den, donc qui gagne pour l'occasion, et c'est un record, l'UTMB pour la 4e fois. Et Aurélien Dunant-Pallas qui aussi fait une performance tout à fait remarquable puisque c'est son premier UTMB. Toi, l'objectif, tu nous en as parlé, c'est d'améliorer, enfin ton objectif personnel en tout cas, c'était d'améliorer ton temps d'une heure. Tu as amélioré ton temps de 2h30 par rapport à l'édition 2018, donc tu excèdes très largement. Même bien plus que 2h30. Finalement, si on transpose le temps, parce que dans mon édition 2018, ils avaient coupé deux parties de la course qui sont les plus difficiles et où on perd le plus de temps, qui sont tête au vent justement. Non, d'abord tête au vent à la fin, mais d'abord pyramide calcaire avant lac Combal, qui est très difficile. On court sur des pierres et c'est glissant, c'est difficile. Donc c'est sûr que l'UTMB 2018 était plus rapide, et donc là cette année j'ai retranché 2h30, et puis c'était le vrai parcours, donc théoriquement c'est plus 3 heures, plus de 3 heures, parce que pyramide calcaire par exemple, quand c'est enlevé, les coureurs élites qui font plusieurs fois l'UTMB gagnent 45 minutes rien que sur pyramide calcaire, donc on parle plus de 3-4 heures de gagné, tu vois, en équivalent. Et puis surtout, voilà, j'arrive en 3e position. Donc moi, c'est surtout ça que je vois. Mais après, quand je prends un petit peu plus de recul et que j'analyse ma course, je me rends surtout compte que je fais l'UTMB en moins de 21h15, qui est un temps qui permet de gagner l'UTMB. C'est le temps avec lequel Xavier Thévenard gagne l'UTMB habituellement, tu vois. J'arrive à moins d'une demi-heure de François, et puis à moins d'une heure du record de parcours de 21h17 de Pau Capel. Et c'est là que je me dis que, ok, en plus de la 3e position, le temps que j'ai fait dépense vraiment mon objectif d'origine.
Et donc voilà, Beaucoup de satisfaction. Beaucoup de satisfaction et de fierté, j'imagine. Fierté pour et de gratitude pour le travail que j'ai fait auparavant. Et voilà, ça m'a prouvé que travailler fort, ça paye vraiment, c'est plus que l'expression. Et voilà, ça me nourrit aujourd'hui d'une nouvelle motivation. Et puis voilà, ça a réduit aussi mon syndrome de l'imposteur. J'ai pris beaucoup plus confiance depuis cet UTMB. Et je pense qu'à l'avenir, ce peu de confiance que j'avais, qui me grugeait de l'énergie et qui me stressait, le fait de l'avoir un petit peu moins va me mettre dans des dispositions meilleures lorsque je serai au départ d'une telle course. Donc voilà. L'avenir nous dira ce que je serai capable de faire, mais voilà, j'ai très hâte de me réaligner sur une course de ce type à l'avenir. C'est important de le mentionner aussi. Donc, chez les femmes, la course a été remportée par Courtney, qui a fait une performance hallucinante puisqu'elle termine 7e au scratch en 22h30, juste devant Camille Bruyas, une de tes aussi collègues de l'équipe Salomon, mais de l'équipe française, qui participait d'ailleurs pour la première fois à l'UTMB à cette occasion-là, et puis la Suédoise Mimi Kotka, qui termine sur le podium. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Mathieu, sur les composantes clés de cette performance selon toi, maintenant que tu as eu un peu l'occasion de post-rationaliser tout ça, ta performance? Est-ce que c'est une combinaison d'éléments? Est-ce que, en fait, c'est un tout, c'est-à-dire à la fois ton choix stratégique qui a été avisé, ton mental qui a été solide, une gestion des ravitaux optimale, donc, comme tu nous en as parlé, et puis une prépa où tu avais extrêmement bien fait les choses? Est-ce que c'est la combinaison de tout ça qui fait que, en tout cas, tu te donnes toutes les chances de succès et d'arriver sur ce podium, même si tu n'as jamais la garantie, évidemment, dans un ultra, on ne sait jamais comment ça va se passer. Mais est-ce que c'est la combinaison de tout ça? Est-ce que tu penses qu'il y a un élément qui est plus saillant que les autres dans cette réussite? C'est la combinaison de plusieurs éléments, mais effectivement, il y a un élément qui est beaucoup plus saillant que les autres, comme tu dis. Cet élément-là, il a commencé en janvier 2019, donc 2 ans et demi avant l'UTMB 2021, qui était de prendre la décision d'écouter cette petite voix dans mon oreille qui me disait: Mathieu, essaye de vivre ton rêve un peu plus intensément, qui est d'optimiser ton potentiel au maximum dans le domaine de l'ultra trail, en organisant ta vie, ton calendrier d'une manière qui va te permettre de le faire. Et donc, qui a été de quitter mon bureau d'ingénierie, d'intégrer la clinique du coureur, de faire du coaching, d'organiser mon calendrier pour pouvoir aller courir quand je veux dans la journée, de pouvoir aller faire une sieste si je le souhaite à 10h du matin après mon entraînement. Puis voilà. Et l'histoire a démarré là en 2019, sauf que comme on en a parlé pendant le podcast, il y a eu quelques petites déroutes en 2019, la blessure, et en 2020 la pandémie, qui a fait que j'ai pas pu vraiment exprimer mon plein potentiel. Et c'est seulement en 2021 que j'ai eu la chance de le faire. Donc c'est vraiment cet élément-là, suivre mon rêve, réorganiser ma vie, prendre le risque de le faire, qui a fait que je me suis mis dans les meilleures dispositions pour faire ce que j'ai fait à l'UTMB 2021. Après, le deuxième élément, un petit peu moins saillant, mais qui a quand même son importance, c'est que voilà, dans ma préparation de l'UTMB, j'ai vraiment fait quelque chose de très spécifique relatif à l'UTMB avec mon entraînement en montagne. Et je suis pas sûr que si j'avais pris mon avion le 15 décembre 2020 pour rentrer au Canada, et où je me serais entraîné les 6 mois qui auraient précédé l'UTMB, je suis pas sûr que j'aurais atteint le niveau que j'ai pu atteindre en restant dans les Alpes en préparation de l'UTMB. Donc j'ai tiré une grosse leçon de ça. Et c'est sûr qu'à l'avenir, si je retourne à l'UTMB ou à une course qui demande des spécificités d'entraînement très particulières, mais les mois qui précèdent, des chances que je choisisse un environnement particulier et spécifique à la course dans laquelle je veux mettre toutes mes billes, ou du moins qui soit l'objectif A de l'année. J'imagine que c'est probablement ton ambition, ou en tout cas que l'idée te vient forcément à l'esprit. C'est un jour gagner l'UTMB. Qu'est-ce qu'il te faudrait pour pouvoir imaginer le gagner? C'est quoi les petits détails? Sur quoi ça peut se jouer? On n'a jamais de résultat. La concurrence est extrêmement relevée. On sait à quel point c'est difficile. Qu'est-ce qui pourrait faire la différence? Qu'est-ce qui te manque encore, tu penses? C'est une annonce que je ferai jamais, là, de viser la première place de l'UTMB, parce que ça serait une pression mentale trop forte pour moi, et je sais que mon entourage, ma communauté et les médias sauteraient trop sur l'occasion pour m'en mettre encore plus de la pression. Donc peut-être qu'elle y est, cette ambition au fond de moi, mais en tout cas, elle restera confidentielle. On ne le saura pas. Vous le saurez jamais. Mais c'est sûr qu'au plus on vise haut, au plus on va haut dans la vie. C'est comme tout là. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait? Mais c'est peut-être se présenter sur l'UTMB avec plus de confiance,
avec une stratégie intelligente, mais peut-être un petit peu plus agressive. C'est sûr que moi, j'étais dans un niveau de confort tel que je suis arrivé à l'arrivée de l'UTMB, j'étais pas du tout très fatigué en fait. J'étais pas du tout dans une dérive physique et mentale qui font que je pouvais pas faire un pas de plus. Non, quand je suis arrivé à l'arrivée de l'UTMB, j'étais vraiment bien, très lucide, et j'aurais pu en faire quelques-uns de kilomètres. Ce qui fait que, voilà, j'ai vécu quand même avec pendant quelques jours en me disant, et si j'étais allé un tout petit peu plus vite, qu'est-ce qui se serait passé? Voilà. Donc voilà, peut-être que j'aborderai un futur UTMB ou une course de ce type avec un petit peu plus de confiance et avec une stratégie peut-être similaire, mais avec un tout petit peu plus d'agressivité qui fait que il faut que j'arrive à l'arrivée vraiment fatigué et où j'ai tout donné. Et pas comme sur cette UTMB 2021 où j'avais encore un petit peu de ressources et d'énergie dans ma réserve au fond de moi. Donc voilà. Et puis ça prend aussi que les étoiles s'alignent les 6 mois qui précèdent sur le plan d'entraînement que l'on dessine. C'est beaucoup de paramètres, mais ils sont atteignables, ils sont gérables. J'ai la preuve que j'étais capable de le faire cette année. Donc voilà, on va essayer de redessiner un nouveau plan, une nouvelle recette, un nouvel environnement l'année prochaine, puisque je l'annonce, je serai à l'UTMB 2022, qui sera ma pierre centrale. Et donc voilà, on verra ce qui va se passer. Très belle nouvelle. Mathieu, est-ce que tu considères aujourd'hui que c'est ta plus belle course et ton plus bel accomplissement en course en tout cas? D'un point de vue 100% performance, oui, complètement. C'est ma plus belle course, c'est celle où j'ai eu les émotions les plus fortes. Quoique j'ai eu des émotions très fortes sur d'autres courses, mais j'ai eu des émotions très fortes sur ce UTMB. Et puis ça a changé ma vie un petit peu. Voilà, comme Greg me l'a dit lorsque je courais, tu vas rentrer dans une nouvelle sphère, dans une nouvelle dimension. Et puis le fait d'intégrer le team international de Salomon, qui est quand même le Graal dans notre sport, change ma vie, voilà. Et puis ça me fait toucher du doigt un rêve que je pensais inatteignable. Et c'est grâce à cette course, c'est grâce à ce que j'ai été capable de faire ce jour-là, sur un temps très bref finalement, à l'échelle de la vie, puisque c'est 21 heures, c'est sûr, c'est beaucoup, mais c'est des années que je me suis entraîné avant l'UTMB. Et puis donc oui, cette course est vraiment la course qui a le plus marqué mes émotions, ma vie, et d'un point de vue plus grand, ma carrière d'ultra trailer. Question impossible, une des dernières. S'il y avait une seule image à retenir, si je t'en parle dans 50 ans, on se croise dans la rue, je te dis, tu te souviens, Mathieu, l'UTMB 2021, c'est quoi le flash? Qu'est-ce que tu vois à ce moment-là? Une seule image, un instant, une sensation. C'est l'arrivée, c'est l'arrivée. Je l'ai décrit auparavant. C'est la première. C'est quand tu vois ta famille, c'est le toucher les mains sur le parcours. C'est les 100 mètres au complet. Je mets dans la même panier les 100 mètres avant de passer la ligne d'arrivée, et puis la famille qui est là, qui m'attend. Tout ça, c'est trop fort. J'ai jamais vécu quelque chose d'aussi fort, et ça m'a vraiment surpris de perdre le contrôle et de me transcender. Moi, j'avais entendu des histoires comme ça, un petit peu ésotériques, de moines bouddhistes qui sont capables de sortir de leur corps et faire des trucs comme ça, là. Ça y est, je l'ai fait Mathieu malgré Blanchard moi. Mystique, c'est fait. Je l'ai fait malgré moi, voilà. Je suis moi aussi un moine de l'UTMB. Et voilà, c'est tous ces gens qui frappaient sur la connexion est bonne au Tibet, tapaient. en tout cas, Mathieu. Là, je trouve que je t'entends bien. Ouais. Et voilà, passer la ligne d'arrivée, et puis voir ma famille, les yeux remplis d'émotions, et puis on s'est pris dans les bras, et j'avais mon cœur qui s'est mis à accélérer malgré que j'étais arrêté à ce moment-là. J'étais en train de faire un fractionné de l'émotion. Et voilà, c'est quelque chose que c'est certain que dans 20, 30, 40 ans, je m'en rappellerai encore comme si je venais de le vivre. Merci beaucoup Mathieu d'avoir partagé avec nous cette UTMB. On va se projeter un tout petit peu à plus long terme. Donc là, tu nous l'as dit, à relativement court terme, tu as rendez-vous en Afrique du Sud pour l'Ultra Trail de Cape Town. Est-ce qu'il y a des projets qui te tiennent à cœur? La notion de défi, d'aventure est quelque chose qui est très prégnante aussi dans ton parcours et puis dans tes envies. Est-ce qu'il y a un défi que tu as identifié et que tu cherches à tout plier à accomplir, qui n'est pas forcément dans un contexte officiel de course ou autre, mais voilà, est-ce que tu as un rêve de gamin ou d'adulte que tu as envie d'accomplir? Alors c'est sûr que moi je suis beaucoup inspiré par des gars comme Ricky Gates, mais aussi Kylian et François, qui ne font pas uniquement une carrière de coureur
de performance de course à proprement parler dans un cadre de course. Moi, j'aime beaucoup l'aspect aussi course-aventure. Et d'ailleurs, je l'ai commencé l'année dernière avec l'accomplissement de l'aventure GRA1 au Canada. Et c'est aussi un domaine dans lequel je voudrais explorer un petit peu plus et pas uniquement attendre ma retraite de performance pour commencer à le faire. Donc, je suis quelqu'un qui est très créatif. J'ai beaucoup de projets sur le papier liés à la course-aventure. Maintenant, ce qui est difficile, c'est que je rentre dans le team international de Salomon. Je vais quand même poser mes briques de course l'année prochaine, qui vont être les objectifs A de l'année. Maintenant, comment réussir à intégrer et imbriquer mes idées de course-aventure au milieu de tout ça, sans qu'elles deviennent ces aventures-là délétères à ma préparation des courses, c'est difficile. Je suis en train d'y réfléchir, mais pas trop. Je pense que je prendrai surtout le temps cet hiver-là, au moment où je vais hiberner au Québec, pour couper un peu de la course, pour vraiment dessiner ce calendrier-là qui va être plutôt, pas sur un an, mais plutôt sur 3 ans de course et de course-aventure. Mais voilà, j'ai des idées. J'aime pas trop les partager d'avance parce que ça met une forme un peu de pression. Mais voilà, j'ai des idées comme par exemple un défi qui serait de partir de l'océan et puis de monter jusqu'à une montagne avec une certaine histoire. J'ai quelque chose, comme ça qui tu viendras nous raconter ça. Ne dévoile pas tout ça, garde les surprises. Garde ça pour toi. C'est assez fou. Puis voilà, il y a ça. Il y a aussi une idée d'aller sur des routes en très haute altitude, sur différents continents. Il y a aussi un projet lié au café. Je suis très fan du café. Voilà, j'ai une idée de projet lié au monde du café et à la course à pied. Voilà, j'ai une expédition polaire aussi en tête. Voilà, j'ai quelques projets. Il y a de quoi t'occuper pour les prochaines années. À voir comment je les intègre au niveau de mon calendrier de course, mais de belles histoires pourraient arriver incessamment sous peu. Mathieu, je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin, autrement dit la devise qui t'est particulièrement chère et qui incarnerait ta philosophie de vie. Est-ce que tu aurais un motto à partager avec nous ? J'en ai beaucoup des motos ou des sortes de devises qui m'accompagnent dans la vie, mais il y en a une qui m'anime beaucoup plus que d'autres, puisque ça a vraiment été quelque chose que j'ai vécu dans ma vie. Et ce motto, il est très court, il est en 3 mots, c'est être vaut mieux qu'avoir. C'est sûr que dans ma jeune vie d'adulte et d'adolescent, assez classiquement, j'étais quelqu'un d'entre guillemets assez matérialiste dans ma vie de tous les jours, mais aussi dans mes projets de vie qui étaient plutôt classiques, d'avoir une belle maison, voire même une maison de plus en plus grande avec de plus en plus d'objets à l'intérieur, puis des belles voitures, tout ça. Et c'est sûr que la vie d'ingénieur m'a pas aidé à me sortir de ce truc-là parce que on a un niveau de vie et puis des salaires très tôt qui sont assez conséquents pour s'entourer d'une bonne vie matérielle. Et voilà, mes expériences de vie, petit à petit, m'ont fait prendre conscience, c'est drôle, mais les plus fortes émotions de bonheur que j'ai ressenties, c'était à des moments dans ma vie où je n'avais plus rien. J'ai plusieurs exemples. Il y a eu, c'est sûr, il y a eu Koh-Lanta récemment. Je me souviens d'un moment où j'étais assis sur la plage avec mes compagnons d'aventure, puis on n'avait rien du tout, mais matériellement, on n'avait rien. On avait juste une machette. Et puis, on avait construit une petite cabane. Et on était assis le soir, et tous les soirs on faisait ça, et on regardait le coucher de soleil, et j'étais rempli d'une sensation de bonheur que j'avais rarement vécu. Et puis je me disais, mais c'est fou d'être autant heureux à ce moment-là et d'avoir rien autour de toi. Et ça m'a vraiment marqué, cette expérience-là. Et depuis 2-3 ans, donc depuis 2019, que j'ai la chance de pouvoir faire du digital nomadisme, donc travailler sur mes activités intellectuelles hors bureau, mais je voyage beaucoup de pays en pays, ce qui fait que j'ai plus vraiment d'endroit où j'habite et j'ai plus vraiment d'attachement avec de matériel et je vis avec une valise. Je vis vraiment avec une valise et depuis les 3 dernières années de ma vie, j'ai jamais été autant heureux et je n'ai jamais été dans une direction minimalisme d'épanouissement aussi fort et vie de minimaliste.
Et voilà, et je prends conscience que finalement, vivre Il y a beaucoup de des superficiel, expériences est beaucoup plus fort pour moi en termes de recherche de bonheur et d'épanouissement qu'amasser du matériel. Donc voilà, le motto être vaut mieux qu'avoir est très fort pour moi et résonne très Très fortement au fond de moi. Puis voilà, moi j'ai envie d'être on peut conclure là-dessus, mais j'ai envie d'être un papy avec plein de petits enfants et puis j'ai envie de les prendre sur mes genoux et puis j'ai envie que à partir du premier jour où j'ai des petits enfants jusqu'au moment où je vais quitter cette magnifique aventure qu'est la vie, je vais être capable de leur raconter des histoires de ce que j'ai vécu dans ma vie tous les jours. Voilà. Et je sais très bien que leur raconter une histoire que j'ai passé ma vie à amasser de l'argent sur un compte en banque pour vivre une retraite agréable ou leur raconter que j'ai eu des voitures avec des gros moteurs ou des grosses maisons, c'est une histoire que je vais être capable de raconter sur une seule journée et qui va pas forcément les intéresser, mes petits-enfants. Voilà. Donc maintenant, je suis dans ce motto-là. Jusque le plus longtemps possible. Être vaut mieux qu'avoir. J'écris des histoires, je vis des aventures et j'espère être capable de raconter tout ça et que ça anime dans les yeux de mes petits-enfants jusqu'au bout de la vie. Merci beaucoup Mathieu pour ce motto très philosophique et avec lequel on est forcément tous très alignés. En tout cas, c'est évidemment des vrais questionnements et sur changer un peu notre mode de fonctionnement tous. Merci beaucoup. C'était vraiment génial de pouvoir échanger avec toi. Merci de nous avoir fait vivre en mode non pas caméra embarquée, mais micro embarqué ta course épique, cette 3e place qui a été vraiment l'une des très grandes sensations de cette fin d'été dans la planète trail, mais qui avait évidemment dépassé ce cadre-là bien plus largement. Félicitations, je ne serai pas le premier et certainement pas le dernier à te le dire pour cette performance d'exception et cette gestion optimale de ta course qui laisse augurer de performances tonitruantes à l'avenir. Je te le souhaite très sincèrement. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous raconter avec autant de passion ton UTMB pour la première fois dans ce podcast. Voilà, c'est chouette de prendre le temps. L'épisode sera très long, sera le plus long de l'histoire de course épique, en un peu plus d'une 50aine d'épisodes, mais je pense que ça valait le coup de vivre ça avec toi. Et puis voilà, il y a beaucoup de choses que tu as à faire entendre et à partager. Donc voilà, c'est une grande chance pour nos auditeurs et moi-même. Donc je te remercie pour tout ça. Merci Guillaume, merci de m'avoir donné la chance d'exprimer pour la première fois avec des mots ma course épique qui était l'UTMB 2021. Alors c'est sûr que j'ai raconté ponctuellement à des médias, à des amis, à des familles, mais jamais avec autant de profondeur et avec une description chronologique de cette ligne de départ jusqu'à la ligne d'arrivée. J'ai mis aujourd'hui des mots sur ce que j'ai vécu, sur ce que j'ai vu, sur ce que j'ai entendu, sur les émotions que j'ai ressenties et puis ça m'a fait plaisir de te les partager et j'espère que ça fera aussi plaisir à tes auditeurs. J'ai absolument aucun doute. Merci beaucoup Mathieu, je te souhaite beaucoup de bonheur et de réussite pour la suite de tes aventures. Et puis je te dis à très bientôt. On se croisera donc, si j'ai bien compris, fin août du côté de Chamonix en 2022. Il y a de très fortes chances. Merci Guillaume et à très bientôt. À très bientôt Mathieu, merci. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.